Le cheval avait désarçonné 20 hommes quand un garçon muet s'est approché. Au moment où il a touché l'animal, le millionnaire s'est figé en voyant la marque sur sa main. Le soleil se levait à peine sur Saint-Pierre-du-Val, baignant la campagne normande d'une lumière dorée qui n'atteignait pas les yeux de Pierre Laurent. Assis sur le bord de son lit de fortune dans le petit réduit aménagé au fond de la grange des Moreau, le garçon fixait sa main droite, traçant du bout des doigts la cicatrice en forme de fer à cheval qui marquait sa paume. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'incendie, mais la douleur restait vive comme au premier jour. Pas la douleur physique, celle-là s'était estompée depuis longtemps, mais cette autre souffrance, celle qui avait emporté ses parents et sa voix dans les flammes. Pierre avait 14 ans, et pas un mot n'avait franchi ses lèvres depuis cette nuit-là. Les médecins parlèrent de mutisme traumatique, mais pour les habitants du village, il était simplement devenu le garçon muet. Un coq chanta au loin, signal qu'il était temps de se lever. Pierre enfila un pantalon trop grand et une chemise élimée, vêtement de seconde main que les Moreau avaient récupéré pour lui. Le couple de fermiers âgés l'avait accueilli par compassion, mais leur propre situation précaire ne leur permettait guère plus que de lui offrir ce coin de grange et un repas frugal le soir. Dehors, la rosée matinale mouillait ses chaussures trouées, tandis qu'il se dirigeait vers le haras du Pin. C'était là, dans le plus grand haras national de France, que Pierre trouvait son seul réconfort. Entre les magnifiques chevaux normands, sa présence silencieuse semblait naturelle, presque attendue. Les bêtes ne demandaient alors pas de mots. « Te voilà, mon gars », l'accueillit Monsieur Lefebvre, le vieux contremaître aux mains noueuses et au regard bienveillant. « Les box du fond t'attendent, et n'oublie pas d'exercer Marguerite, elle s'ennuie. » Pierre hocha la tête, reconnaissant. Monsieur Lefebvre était l'un des rares à lui parler normalement, sans cette pitié condescendante qui colorait habituellement les voix des adultes à son égard. Tandis que le garçon nettoyait méthodiquement les box, les palefreniers plus âgés l'observèrent du coin de l'œil. « Regardez comme les poulains se calment quand il approche », chuchota l'un d'eux. « D'habitude, il s'agite quand un étranger entre. Ce garçon a des mains de saint, » répondit Lefebvre en hochant la tête. « Dommage que sa vie soit si dure. » Pierre n'entendait pas ces commentaires, ou feignait de ne pas les entendre. Son attention était entièrement dirigée vers les chevaux. Il murmurait sans voix aux jeunes poulains nerveux, sa main cicatrisée effleurant doucement leurs naseaux frémissants. Sous ses doigts, les animaux les plus agités semblaient trouver une paix soudaine, comme s'ils reconnaissaient en lui une âme familière, avec la souffrance. À 50 kilomètres de là, dans l'élégante Deauville que les riches Parisiens surnommaient affectueusement le 21e arrondissement de Paris, un événement bien différent se préparait. François Dumont, magnate du textile et figure incontournable de la haute société, descendait de sa Bentley avec la satisfaction d'un homme habitué à faire sensation. Ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés et son costume sur mesure contrastaient avec l'agitation qui régnait autour de l'immense vanne de transport équin garée devant sa propriété. « Faites attention, imbécile !» cria-t-il aux 6 hommes qui tentaient de maîtriser l'animal à l'intérieur. « Ce cheval vaut plus que vos vies combinées. » Dans le van, Tempête, superbe pur sang arabe à la robe noire comme la nuit, se cabrait violemment, ses yeux exorbités de terreur et de rage. Seule une marque blanche en forme d'étoile sur son front tranchait avec sa robe d'ébène. « Monsieur Dumont !» haleta le chef d'écurie. « Cette bête est impossible. C'est la 3e fois qu'il manque de tuer l'un de mes hommes. » Dumont rajusta ses boutons de manchette en or, imperturbable. Je n'ai pas déboursé une fortune auprès de ce cher pour entendre vos jérémiades. Tempête a remporté le prix de l'Arc de Triomphe. Il sera l'étalon vedette de mes installations. Point final. Ce que Dumont ne mentionnait pas, c'était l'état psychologique de l'animal. Depuis qu'il avait assisté au meurtre de son précédent entraîneur lors d'un cambriolage aux écuries de Chantilly, Tempête était devenu sauvage, intouchable. Un fantôme de lui-même, prisonnier d'un traumatisme qui résonnait dans chaque parcelle de son corps puissant. Après une heure de lutte acharnée, l'animal fut enfin conduit dans l'enclos spécialement aménagé. Épuisé mais toujours indomptable, il tourna en rond, refusant l'eau et la nourriture qu'on lui proposait. 20 des meilleurs cavaliers de France ont tenté de le monter, soupira le chef d'écurie. Résultat, 3 côtes cassées, une commotion cérébrale
et une collection d'échymoses impressionnante. Dumont observa l'animal avec un mélange d'admiration et de frustration. Ce qui devait être le symbole de son pouvoir et de son prestige se transformait rapidement en sa plus grande humiliation publique. « Ce soir, nous recevons le gratin de Deauville, déclara-t-il, une lueur de défi dans le regard. Je refuse d'être ridiculisé davantage. Passez le mot. 10 000 € à qui réussira à monter cette bête pendant 5 minutes. » À l'aube suivante, Pierre frissonnait dans la fraîcheur matinale. Une rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre parmi les palefreniers. Monsieur Lefebvre cherchait des aides supplémentaires pour un événement chez François Dumont ce soir-là. « Toi, » dit Lefebvre en pointant Pierre du doigt, « tu viendras avec moi chez Dumont. Ils ont besoin de mains compétentes pour s'occuper des chevaux des invités. » Le garçon acquiesça, curieux mais anxieux. Il n'avait jamais mis les pieds dans l'une de ces somptueuses propriétés de Deauville, univers aussi éloigné de sa vie quotidienne que la lune pouvait l'être de la terre. Le soir venu, la propriété Dumont resplendissait de 1000 feux. Des voitures de luxe s'alignaient dans l'allée, déversant un flot continu d'hommes en smoking et de femmes en robe de soirée. Pierre, relégué aux écuries avec les autres palefreniers, observait ce spectacle depuis l'ombre, invisible aux yeux de l'élite. Au milieu de la soirée, comme annoncé, Dumont conduisit ses invités vers l'enclos spécial où Tempête s'agitait nerveusement. Le champagne coulait à flots, les rires fusaient, et l'excitation montait à mesure que l'industriel décrivait son défi avec une théâtralité calculée. 10 000 € à qui réussira à monter cette bête pendant 5 minutes, s'exclama-t-il, le champagne débordant de sa flûte, tandis qu'il désignait dramatiquement le magnifique animal qui ruait et hennissait dans l'enclos. Plusieurs cavaliers, échauffés par l'alcool et l'appât du gain, se portèrent volontaires. Pierre observait la scène depuis un coin reculé, ses yeux sombres fixés, non pas sur les hommes, mais sur le cheval. Ce qu'il voyait, personne d'autre ne semblait le remarquer. Les mouvements de Tempête n'étaient pas ceux d'un animal furieux, mais terrorisé. Ses yeux ne montraient pas de colère, mais une panique profonde, un effroi que Pierre reconnaissait immédiatement, le même qui le hantait dans ses nuits d'insomnie, quand l'odeur de fumée revenait dans ses cauchemars. Un à un, les volontaires entrèrent dans l'enclos, équipés de cravaches et de morts sévères. Un à un, ils en ressortirent projetés dans la boue, sous les rires cruels des spectateurs éméchés. « Ce cheval est possédé !» s'écria l'un des cavaliers déchus, tenant son bras probablement fracturé. Les jours suivants, Pierre se surprit à retourner aux écuries de Dumont avant son travail habituel. Au début, les palefreniers le chassèrent, mais voyant qu'il ne faisait que s'asseoir silencieusement à distance de l'enclos de Tempête, ils finirent par l'ignorer. Le garçon ne tentait jamais d'entrer dans l'enclos. Il s'asseyait simplement, tenant un petit brin de lavande sauvage qu'il avait cueilli entre les pierres du chemin. Parfois, il dessinait sur un carnet usé. Parfois, il restait parfaitement immobile, comme en méditation. Un matin, alors que l'aube teintait à peine le ciel, Pierre remarqua que Tempête l'observait avec une intensité nouvelle. L'animal ne s'agitait plus frénétiquement à son approche. Au lieu de cela, il se tenait à distance, méfiant mais curieux, ses naseaux dilatés captant l'odeur du garçon mêlée à celle de la lavande. Pierre revint chaque matin, apportant toujours un nouveau brin de lavande. Une routine silencieuse s'établit entre eux, deux êtres brisés s'observant à travers les barreaux de leurs prisons respectives. Un dimanche pluvieux, alors que tous les habitants de Deauville assistaient à la messe, Pierre trouva le portail de l'enclos déverrouillé. Peut-être un palefrenier négligent, peut-être un signe du destin. La pluie tombait doucement, transformant la terre en boue collante sous ses pieds. Après un long moment d'hésitation, il poussa la porte et entra dans l'espace de Tempête. Immédiatement, le cheval recula violemment, ses naseaux dilatés en signe d'alarme, ses sabots martelant le sol détrempé. Pierre ne fit aucun geste brusque. Il s'assit simplement dans la boue, posa son brin de lavande devant lui et commença à dessiner sur la terre humide avec un petit bâton. Sous ses doigts apparurent les contours d'un cheval galopant librement dans un pré imaginaire. Les heures passèrent. La pluie s'intensifia puis cessa, laissant place à un timide rayon de soleil. Pierre continua son dessin, ajoutant des détails, perfectionnant chaque trait, comme si le temps n'avait plus d'importance.
Tempête observait, d'abord de loin, puis graduellement plus près. Sa posture restait tendue, prête à fuir ou attaquer, mais sa curiosité semblait l'emporter progressivement sur sa peur. Quand les premiers employés revinrent de la messe, la scène qu'ils découvrirent les figea sur place. Pierre était toujours assis dans la boue, son dessin maintenant étendu sur plusieurs mètres carrés. Mais ce qui provoqua leur stupéfaction, c'était Tempête. Le cheval se tenait à seulement 3 mètres du garçon, la tête légèrement inclinée, comme s'il tentait de déchiffrer une énigme. « Sacre bleu !» s'exclama le chef des écuries, alertant les autres qui s'agglutinèrent rapidement pour voir. Le mouvement soudain et les voix bruyantes des hommes brisèrent le fragile équilibre. Tempête hennit, se cabra et recommença à tourner frénétiquement dans l'enclos, mais pas avant que Pierre ne sorte calmement, refermant doucement la porte derrière lui, laissant pour seule trace de sa présence le petit brin de lavande posé délicatement sur la boue. « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans, gamin ?» demanda sévèrement le chef d'écurie. « Tu aurais pu te faire tuer. » Pierre ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Mais la scène dont les hommes venaient d'être témoins parlait plus éloquemment que n'importe quel mot. Quelque chose d'inexplicable venait de se produire entre le garçon muet et le cheval indomptable, quelque chose qui dépassait leur compréhension. « Laissez-le tranquille », intervint un vieux palefrenier qui avait observé la scène depuis le début. « Ce garçon a fait plus en une matinée que nous tous en 3 semaines. » Tandis que Pierre s'éloignait sous la pluie qui recommençait à tomber, plusieurs employés s'approchèrent prudemment de l'enclos. Au centre, là où le garçon s'était assis, le brin de lavande gisait intact dans la boue, comme un minuscule pont jeté entre 2 mondes que tout semblait séparer. « Sorcellerie ou miracle ?» murmura l'un d'eux. « Mais je n'ai jamais rien vu de tel. »« Sorcellerie ou miracle ?» murmura l'un d'eux. « Mais je n'ai jamais rien vu de tel. » Les jours qui suivirent cette première rencontre établirent un étrange rituel entre Pierre et Tempête. Bien avant que les premiers rayons du soleil ne touchent les collines normandes, le garçon se glissait silencieusement jusqu'aux écuries de Dumont. Les palefreniers, d'abord méfiants, commencèrent à lui ouvrir les portes sans poser de questions, après avoir constaté l'effet apaisant de sa présence sur le cheval indomptable. Chaque matin suivait le même cérémonial. Pierre arrivait avec l'aube, un brin de lavande fraîche dans sa main cicatrisée et le vieux recueil de poésie de sa mère dans l'autre. Il s'asseyait dans l'enclos, toujours au même endroit, à distance respectueuse de Tempête. Jamais il ne tentait d'approcher l'animal, jamais il ne cherchait à forcer le contact. Il se contentait d'être là, parfois lisant à voix muette les vers de Verlaine ou Hugo, d'autres fois simplement observant le magnifique étalon qui, jour après jour, semblait moins agité par sa présence. « C'est comme s'il parlait une langue que nous ne comprenons pas », chuchota un jour un jeune palefrenier à son collègue, observant discrètement la scène depuis la porte de l'écurie. Un matin pluvieux, Pierre arriva avec un bout de papier et un crayon usé. Il griffonna quelques mots et fixa le message à la porte principale des écuries, sachant que Dumont effectuerait ce jour-là son inspection hebdomadaire. Quand le riche industriel arriva, impeccable dans son manteau de cachemire malgré la bruine persistante, ses yeux tombèrent immédiatement sur la note. « Ce cheval n'est pas un jouet, c'est une âme brisée. » Le visage de Dumont s'empourpra de colère. « Qui a osé écrire cette impertinence ?» tonna-t-il, brandissant le papier froissé devant ses employés alignés. Un silence gêné s'installa avant que le chef d'écurie ne désigne timidement Pierre, recroquevillé dans un coin, ses vêtements élimés tranchant cruellement avec le luxe environnant. « Toi ?» La voix de Dumont débordait de mépris. « Un cheval est un investissement comme n'importe quel autre, et celui-ci m'a coûté une fortune pour être inutile. Si quelqu'un donne des idées à cet animal, peut-être que le problème n'est pas le cheval, mais les personnes qui l'entourent. » La menace était à peine voilée. Pourtant, Pierre soutint le regard de l'homme d'affaires sans ciller, une détermination tranquille brillant dans ses yeux sombres. Ce fut à ce moment précis qu'une silhouette élancée apparut derrière Dumont. Madeleine, la fille de 16 ans du magnate, observait la scène avec une curiosité non dissimulée. Fraîchement revenue de son pensionnat suisse pour les vacances d'été, elle portait avec élégance une robe simple mais coûteuse, ses longs cheveux châtains disciplinés en une tresse soignée. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda-t-elle, son regard passant de son père furieux
au garçon silencieux. « Rien qui te concerne, ma chérie, » répondit Dumont, sa voix s'adoucissant instantanément. « Juste un problème d'écurie. » Mais Madeleine avait déjà remarqué Pierre, et plus important encore, elle avait aperçu Tempête dans son enclos, inhabituellement calme malgré l'agitation environnante. Le lendemain matin, quand Pierre arriva pour sa visite quotidienne, une surprise l'attendait. Madeleine était déjà là, assise sur un banc près de l'enclos, un imposant étui à violoncelle posé à ses côtés. « Bonjour, dit-elle simplement. Je m'appelle Madeleine. J'ai entendu parler de ce que tu fais avec Tempête. » Pierre inclina légèrement la tête en guise de salutation, méfiant mais curieux. « Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à mon père, » poursuivit-elle en ouvrant l'étui. « Je me demandais juste si la musique pourrait t'aider. J'ai lu que certains chevaux y sont sensibles. » Sans attendre de réponse, elle avait été informée du mutisme du garçon. Elle sortit son instrument et commença à jouer. Les premières notes mélancoliques du cygne de Saint-Saëns s'élevèrent dans l'air frais du matin, enveloppant les écuries d'une beauté inattendue. Pierre s'immobilisa, touché par la musique et par ce geste. Lentement, il reprit sa routine, s'asseyant dans l'enclos avec son brin de lavande et son livre. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Tempête, habituellement agitée, semblait captivée par la mélodie. Ses oreilles pivotaient vers la source du son, son souffle puissant s'accordant progressivement au rythme des notes graves. Ce matin-là marqua le début d'une nouvelle phase. Chaque jour, Madeleine venait avec son violoncelle, Pierre avec son silence attentif, et ensemble, ils créaient un espace où Tempête semblait trouver un certain apaisement. « Pourquoi tu t'intéresses tant à lui ?» demanda un jour Madeleine, après avoir terminé de jouer. Pierre sortit son carnet et écrivit lentement « Parce qu'il a peur, pas de colère, comme moi. » La jeune fille lut sa réponse, puis observa longuement le magnifique étalon noir. « Je crois que je comprends, » murmura-t-elle finalement. À la fin de la première semaine de leur collaboration, Pierre introduisit un nouvel élément dans sa routine. Il commença à apporter des pommes qu'il cueillait dans les vergers abandonnés à la périphérie de Saint-Pierre-du-Val. Chaque jour, il plaçait les fruits un peu plus près de l'endroit où il s'asseyait. Les méthodes de Pierre déconcertaient complètement les entraîneurs traditionnels de la région. Il n'utilisait jamais de corde, jamais de cabresto, jamais aucune tentative d'établir une domination sur l'animal. Sa patience semblait infinie, comme si le temps n'avait aucune importance dans l'univers qu'il partageait avec Tempête. « Il faut être fou pour croire qu'on peut apprivoiser un cheval comme ça, » grommela un palefrenier expérimenté. « Ou avoir une sagesse que nous ne possédons pas, » répliqua doucement Madeleine, qui avait entendu la remarque. Au début, Tempête ignorait complètement les pommes, tant que Pierre restait dans l'enclos. Puis, progressivement, l'animal commença à s'approcher des fruits lorsque le garçon tournait ostensiblement le dos, feignant de ne pas surveiller. C'était un jeu subtil de confiance où chaque jour apportait un progrès infime mais significatif. La nouvelle de cette approche non conventionnelle commença à se répandre parmi la communauté équestre locale. Un matin, Pierre et Madeleine furent surpris de trouver le vieux Louis, forgeron réputé de la région, observant leur session depuis la clôture. « C'est de la sorcellerie, ça ne peut être que ça », commenta-t-il en secouant la tête avec incrédulité. « J'ai vu des dresseurs de chevaux sur 3 continents et jamais rien de pareil. » Pourtant, la méfiance initiale fit place à une curiosité respectueuse quand, devant leurs yeux, Tempête s'avança prudemment pour saisir une pomme à seulement 2 mètres de Pierre. Le cheval recula immédiatement après, mais ce geste représentait une avancée extraordinaire. « Tu photographies tout ça ?» demanda Louis à Madeleine, remarquant l'appareil Leica Vintage qu'elle portait en bandoulière. « Oui, » répondit-elle. « Je veux documenter chaque étape. Un jour, les gens voudront comprendre comment c'était possible. » Pendant ce temps, à Deauville, la pression sur François Dumont augmentait. Ses amis aristocrates ne manquaient pas une occasion de se moquer de son investissement catastrophique lors des soirées mondaines qui rythmèrent la saison estivale. « Alors, François, toujours aucun cavalier assez brave pour dompter ta bête sauvage ?» lança un conte désargenté mais influent, provoquant des rires polis autour de la table. Humilié, Dumont prit une décision radicale. Le lendemain, il convoqua Gustave Mercier,
un dresseur connu pour ses méthodes brutales, mais efficaces, avec les chevaux problématiques. Quand Mercier arriva aux écuries Dumont, son aura intimidante précédait ses pas. Grand, sec, le visage marqué par des années passées à soumettre des animaux à sa volonté, il portait une mallette en cuir contenant ses outils de travail. Éperon acéré, cravache spéciale et mort particulièrement sévère. « Montrez-moi cette bête ingouvernable », ordonna-t-il après les présentations d'usage. Le chef d'écurie le conduisit jusqu'à l'enclos de Tempête, où par chance, ni Pierre ni Madeleine n'étaient présents à cette heure tardive. « Je vois », murmura Mercier en observant l'étalon. « Un cas classique d'animal qui a pris le dessus. 3 jours avec mes méthodes et il sera transformé. » Ce fut à ce moment précis que Madeleine apparut, alertée par un palefrenier sympathisant de la situation. Son visage habituellement composé trahissait son indignation. « Papa » interpella-t-elle Dumont qui accompagnait Mercier. « Qu'est-ce que cela signifie ? Ma chérie, voici monsieur Mercier. Il va nous aider avec notre problème. » « En torturant Tempête ?» La voix de Madeleine tremblait légèrement, mais sa détermination était évidente. « Ne sois pas mélodramatique, » soupira Dumont. « Monsieur Mercier est un professionnel reconnu. Papa, donne une chance à la méthode du garçon, » plaida-t-elle. « Si ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours recourir à ceci après. » Elle désigna d'un geste dédaigneux la mallette de Mercier. Dumont hésita, déchiré entre son impatience et son incapacité chronique à refuser quoi que ce soit à sa fille qu'il voyait si rarement. 2 semaines. Concéda-t-il finalement. Pas un jour de plus. La nouvelle du délai imposé créa une tension palpable parmi les employés des écuries qui désormais soutenaient silencieusement Pierre dans sa quête apparemment impossible. Certains commencèrent même à apporter de petites offrandes pour aider. Des herbes aromatiques réputées pour calmer les chevaux, des morceaux de tissu imprégnés d'odeur de jument pour éveiller l'intérêt de Tempête, et même des amulettes protectrices discrètement suspendues à l'entrée de l'écurie. Pendant les jours qui suivirent, Pierre intensifia ses efforts, passant maintenant des journées entières avec Tempête. La progression était lente, mais constante. À la fin de la première semaine, l'étalon acceptait de manger une pomme à seulement 1 mètre du garçon immobile. « C'est extraordinaire », murmura Madeleine à Louis qui était devenu un visiteur régulier. « Regarde comme leurs respirations sont synchronisées. » Le vieux forgeron acquiesça, impressionné malgré son scepticisme initial. « J'ai ferré des milliers de chevaux dans ma vie, mademoiselle, mais je n'ai jamais vu une connexion pareille. » La percée décisive se produisit un après-midi pluvieux, alors que Madeleine jouait du bac dans l'écurie, à l'abri des gouttes qui tambourinaient sur le toit. Pierre, assis comme toujours dans l'enclos, ferma les yeux pour s'immerger dans la musique, un geste de confiance absolue en présence d'un animal potentiellement dangereux. Les notes graves et profondes du violoncelle semblaient toucher quelque chose de primordial dans l'air lourd d'humidité. Tempête, qui observait Pierre depuis son coin habituel, commença à s'approcher lentement, hésitant entre curiosité et méfiance. Tous les présents, quelques palefreniers, Louis le forgeron, le vieux monsieur Lefebvre venu spécialement du haras du Pin, retenèrent leur souffle. Personne n'osait bouger, de peur de briser la magie de l'instant. Pas à pas, Tempête réduisit la distance qui le séparait de Pierre. Son souffle puissant soulevait sa poitrine en rythme avec la musique. Ses yeux, autrefois voilés de terreur, semblaient maintenant chercher quelque chose dans le visage serein du garçon. Puis, dans un geste qui fit courir un frisson collectif parmi les témoins, le magnifique étalon noir abaissa sa tête imposante jusqu'à ce que ses naseaux effleurent doucement la cicatrice en forme de fer à cheval sur la main de Pierre. Le temps sembla se suspendre. Seules résonnaient les notes graves du violoncelle et la pluie douce qui continuait de tomber sur le toit. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Pierre, tandis que sa main restait parfaitement immobile sous le contact de l'animal. Madeleine continuait de jouer, mais ses yeux aussi étaient humides. Derrière elle, les palefreniers, le forgeron, et même le sévère monsieur Lefebvre observaient avec émerveillement ce qu'ils considéraient comme rien de moins qu'un miracle. Lorsque la photographie développée fut montrée secrètement aux employés, le vieux Louis tint l'image entre ses mains tremblantes et chuchota « Mon Dieu, la marque sur la main du garçon est identique à l'étoile sur le front du cheval. Dans la tradition normande, cela signifie que ce sont des âmes jumelles, séparées par le temps,
réunis par le destin. Mon Dieu, la marque sur la main du garçon est identique à l'étoile sur le front du cheval. Dans la tradition normande, cela signifie que ce sont des âmes jumelles, séparées par le temps, réunies par le destin. Ces mots du vieux Louis résonnèrent dans l'écurie bien après que les témoins de ce moment extraordinaire se furent dispersés. La connexion établie entre Pierre et Tempête devint rapidement le sujet de toutes les conversations parmi le personnel des écuries. Ce qui avait commencé comme une curiosité s'était transformé en quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Dès le lendemain, Madeleine arriva plus tôt que d'habitude, son violoncelle soigneusement protégé dans son étui. Elle avait passé la nuit à sélectionner des partitions, cherchant instinctivement les mélodies qui pourraient le mieux accompagner cette relation naissante entre le garçon et le cheval. « J'ai pensé à quelque chose de différent aujourd'hui », dit-elle à Pierre qui l'attendait déjà près de l'enclos. « Du Forêt, c'est plus lumineux que Saint-Saëns. Peut-être que ça l'encouragera davantage. » Pierre acquiesça, son visage habituellement impassible s'éclairant légèrement. Il s'installa à sa place habituelle dans l'enclos, plus près de Tempête qu'il n'aurait osé s'asseoir une semaine auparavant. Le soleil matinal filtrait à travers les interstices du toit, créant des rayons dorés qui semblaient souligner la scène comme un tableau vivant. Le garçon ferma les yeux lorsque les premières notes s'élevèrent. C'était un geste délibéré, une démonstration de confiance absolue envers Tempête. L'animal, qui observait chacun de ses mouvements, dressa les oreilles. Quelque chose dans la posture détendue de Pierre semblait fasciner les talons. Ses naseaux frémissaient doucement, captant l'odeur désormais familière du garçon mêlée à celle de la lavande qu'il apportait toujours. Tempête fit un pas hésitant vers Pierre, puis s'immobilisa. Ses oreilles pivotaient au rythme de la musique, comme si les notes guidaient ses mouvements. Pour ceux qui observaient discrètement cette scène, Madeleine et quelques palefreniers fidèles, il était évident que le cheval associait maintenant la musique à des moments de paix. « Regarde comment ses oreilles suivent la mélodie », chuchota un jeune palefrenier à son collègue. « On dirait qu'il comprend la musique mieux que nous. » Dans les jours qui suivirent, cette routine musicale devint essentielle à leur rituel. Pierre s'asseyait dans l'enclos, Madeleine jouait, et Tempête, progressivement, acceptait cette présence humaine dans son espace. La transformation était subtile mais indéniable. Le cheval qui avait terrorisé 20 cavaliers expérimentés autorisait maintenant un garçon fragile à partager son territoire. Pendant ce temps, François Dumont affrontait une situation bien différente. Attablé au club privé de Deauville, entouré d'hommes en costumes coûteux et de femmes aux bijoux clinquants, il subissait les remarques acides de ses pairs. « Alors, François, toujours aucune nouvelle de ton étalon sauvage ?» lança Henri de Breteuil, propriétaire d'un haras concurrent. « J'ai entendu dire que même le champion national a refusé de s'en approcher après l'incident Lefebvre. » Des rires polis mais cruels suivirent cette remarque. Dumont serra les dents, son orgueil blessé plus douloureux que n'importe quelle perte financière. « La situation est temporaire, » répondit-il sèchement. « J'ai des méthodes en cours qui donneront bientôt des résultats. » Ce qu'il ne mentionnait pas, c'est que sa patience s'amenuisait. Le délai de 2 semaines accordé à Contrecœur arrivait à mi-parcours, et bien que les rapports indiquent des progrès, ils étaient trop lents à son goût. Un homme habitué à des résultats immédiats ne pouvait tolérer cette attente. À son retour à la propriété, une surprise désagréable l'attendait. Une imposante berline noire était garée devant les écuries, et son chauffeur confirma ses soupçons. Gustave Mercier était revenu, sans invitation. Dumont trouva le dresseur dans l'allée principale, observant Tempête depuis la barrière. À ses pieds reposait sa sinistre mallette en cuir. « Je passais dans le coin », expliqua Mercier sans quitter l'animal des yeux. « Je voulais évaluer la situation avant notre collaboration. » « Le délai n'est pas encore écoulé », rappela Dumont, surpris de sa propre réticence. Mercier se tourna vers lui, un sourire froid aux lèvres. « Certes, mais il est bon de se préparer. Ce cheval va nécessiter des mesures particulières. » Il ouvrit sa mallette, révélant un assortiment d'instruments que Dumont préféra ne pas examiner de trop près. Des éperons à pointe acérée, des mors aux formes inquiétantes et divers objets dont la fonction semblait uniquement punitive. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dumont, le problème est simple, poursuivit Mercier. Votre personnel laisse cet animal prendre le dessus. 3 jours avec mes méthodes et il comprendra qui commande. »
Cette conversation fut interrompue par l'arrivée inattendue de Madeleine, son étui à violoncelle à la main. Son regard passa de son père à Mercier, puis à la mallette ouverte. Son expression se durcit instantanément. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale que Dumont ne lui connaissait pas. Avant qu'il puisse répondre, elle avait déjà traversé l'espace qui les séparait et refermé d'un coup sec la mallette de Mercier. « Madeleine », commença Dumont, embarrassé par le comportement de sa fille. « Non, papa, nous avions un accord. 2 semaines pour essayer la méthode de Pierre. Il reste encore 8 jours. » Mercier émit un rire méprisant. « La méthode du garçon ? Vous voulez dire cette mascarade avec la musique et les pommes. Ce n'est pas du dressage, mademoiselle. C'est du sentimentalisme inefficace. » Les joues de Madeleine s'empourprèrent, mais sa voix resta ferme. « C'est peut-être justement pourquoi ça fonctionne. Ce cheval n'a pas besoin d'être brisé. Il a besoin d'être compris. » La nouvelle de cette confrontation se répandit comme une traînée de poudre. Avant la fin de la journée, la communauté équestre locale était en ébullition. Des palefreniers des haras voisins venaient, par hasard, observer Pierre et Tempête. Des petits éleveurs locaux s'arrêtaient juste pour dire bonjour, apportant avec eux des conseils et parfois des offrandes traditionnelles. « Tiens, mon garçon », dit un jour Marcel Fournier, éleveur respecté de chevaux normands, en tendant à Pierre un petit sachet en tissu. « De la valériane séchée. Ma grand-mère jurait que ça calme les chevaux nerveux. Mets-en un peu dans ta poche. » Un autre jour, ce fut Madame Leclerc, herboriste de Saint-Pierre-du-Val, qui apparut avec un mélange d'herbes. Pour frotter doucement sur ses naseaux. Ça l'aidera à associer ton odeur à quelque chose d'apaisant. Ces gestes de solidarité touchaient profondément Pierre. Pour la première fois depuis l'incendie, il se sentait appartenir à quelque chose, être valorisé pour ce qu'il pouvait faire, plutôt que défini par ce qu'il avait perdu. La progression avec Tempête, bien que lente, était constante. Au 10e jour, l'étalon acceptait que Pierre s'approche suffisamment pour le brosser légèrement. Ses mouvements étaient toujours prudents, comme si un souvenir terrible pouvait ressurgir à tout moment, mais la confiance grandissait visiblement. Ce fut à ce moment que Madame Beaufort fit son apparition. Âgée de 75 ans, cette doyenne respectée des éleveurs normands dirigeait encore d'une main de fer son petit élevage de chevaux. Sa visite aux écuries Dumont était un événement en soi. Elle sortait rarement de sa propriété. « J'ai entendu parler du garçon et du cheval noir », annonça-t-elle sans préambule en s'appuyant sur sa canne. Je voulais voir par moi-même si les rumeurs étaient vraies. Madeleine l'accueillit avec déférence, consciente de l'importance de cette visite. « Ils sont dans l'enclos principal, madame. Pierre travaille avec Tempête depuis presque 2 semaines maintenant. » La vieille dame observa longuement la scène qui se déroulait devant elle. Pierre, assis au centre de l'enclos, Tempête marchant calmement autour de lui, s'arrêtant parfois pour abaisser sa tête imposante vers le garçon sans toutefois le toucher. « murmura-t-elle. « Oui, c'est exactement comme on me l'a décrit. Savez-vous ce que vous avez là, mademoiselle Dumont ?» Madeleine secoua la tête, intriguée. « Une renaissance, pas seulement celle du cheval, mais celle du garçon aussi. Ils se guérissent mutuellement. » Ces paroles, prononcées avec l'autorité que confèrent 7 décennies d'expérience avec les chevaux, eurent un impact considérable. Bientôt, des dizaines de personnes se rassemblaient quotidiennement pour observer les séances. François Dumont, informé de l'affluence croissante à ses écuries, vint constater le phénomène par lui-même. Ce qu'il vit le laissa perplexe. Des fermiers rudes aux mains calleuses, des éleveurs concurrents, des enfants du village, tous réunis dans un silence respectueux pendant que sa fille jouait du violoncelle et qu'un garçon orphelin communiquait silencieusement avec son cheval indomptable. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda-t-il au chef d'écurie. « Je ne saurais l'expliquer, monsieur », répondit l'homme avec une honnêteté désarmante. « Mais le cheval n'a attaqué personne depuis l'arrivée du garçon. C'est déjà un miracle en soi. » Le 12e jour apporta une nouvelle évolution. Pendant que Madeleine jouait une sonate de Bach particulièrement émouvante, Pierre ferma les yeux, complètement absorbé par la musique. Tempête, qui se tenait à quelques mètres, observa longuement le garçon vulnérable et immobile. Puis, dans un mouvement qui fit retenir leur souffle à tous les spectateurs, l'étalon s'approcha délibérément. Pas à pas, Tempête réduisit la distance qui le séparait de Pierre.
Son souffle puissant était audible même par-dessus la musique. Ses yeux, autrefois voilés de terreur, semblaient maintenant chercher quelque chose dans le visage serein du garçon. Puis, dans un geste d'une grâce infinie, le magnifique étalon noir abaissa sa tête imposante jusqu'à ce que ses naseaux effleurent doucement la cicatrice en forme de fer à cheval sur la main de Pierre. Le silence qui suivit fut absolu, brisé uniquement par les notes graves du violoncelle et la pluie fine qui commençait à tomber sur le toit de l'écurie. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Pierre, tandis que sa main restait parfaitement immobile sous le contact de l'animal. Madeleine continuait de jouer, mais ses yeux aussi étaient humides. Derrière elle, les palefreniers, le forgeron et même le sévère monsieur Lefebvre observaient avec émerveillement ce qu'ils considéraient comme rien de moins qu'un miracle. Tandis que tous observèrent la scène avec des larmes dans les yeux, Madame Beaufort chuchota aux autres spectateurs. Dans la tradition normande, quand un cheval choisit de toucher volontairement la main d'un humain, il lui confie non seulement son corps, mais son âme, et ce lien, une fois formé, même la mort ne peut le briser. Dans la tradition normande, quand un cheval choisit de toucher volontairement la main d'un humain, il lui confie non seulement son corps, mais son âme, et ce lien, une fois formé, même la mort ne peut le briser. Ces paroles de Madame Beaufort planèrent longtemps au-dessus des écuries Dumont, comme un présage mystérieux. Le geste de Tempête, cette première reconnaissance de Pierre comme être digne de confiance, marquait un tournant que personne n'aurait osé espérer quelques semaines plus tôt. Le soir même, François Dumont, observant discrètement les photographies prises par sa fille, commença à entrevoir une opportunité inattendue dans cette situation qu'il avait jusqu'alors considérée comme un désastre financier. Le lendemain matin, il convoqua Pierre dans son bureau somptueux. Le garçon, mal à l'aise dans ce décor de boiseries précieuses et de trophées équestres, se tenait droit malgré ses vêtements usés et ses chaussures boueuses qu'il avait tenté en vain de nettoyer. « Mon garçon, » commença Dumont, assis derrière son imposant bureau d'acajou, « il semble que tu aies accompli ce que 20 cavaliers professionnels n'ont pu faire. » Il marqua une pause, étudiant le visage impassible de l'adolescent. « Je vais être direct. Je veux que tu travailles exclusivement avec Tempête. Mon anniversaire approche. 50 ans, une date importante. Dans 2 semaines exactement, je recevrai l'élite de Paris et de la Normandie. Ce serait spectaculaire si Tempête pouvait être présentée, domptée et montée. » Pierre écoutait attentivement, son regard sombre ne trahissant aucune émotion. Dumont poussa vers lui un contrat déjà préparé. Un salaire modeste mais régulier. Bien plus que ce que tu gagnes en nettoyant des box, j'imagine. Il sourit avec une condescendance à peine voilée. « Alors, qu'en dis-tu » Pour toute réponse, Pierre sortit son carnet usé et écrivit lentement. « Je ne peux pas promettre une montée en 2 semaines. Le cheval décidera quand il sera prêt. » Dumont lut le message et éclata d'un rire sec. « Les chevaux ne décident de rien, mon garçon. Nous décidons pour eux. C'est l'ordre naturel des choses. » Il se pencha en avant, son visage soudain plus dur. « J'ai été patient, plus que je ne l'ai jamais été. Mais ma patience a des limites, comme ma générosité. 2 semaines, une démonstration convaincante. Sommes-nous d'accord ?» Pierre hésita, puis acquiesça lentement. Ce n'était pas idéal, mais cela lui donnerait accès à Tempête sans restriction. Et peut-être, avec un peu de chance, pourrait-il faire comprendre à cet homme que certaines choses ne pouvaient être achetées ou forcées. Les jours qui suivirent établirent une nouvelle routine. Pierre arrivait avant l'aube et repartait bien après le crépuscule. Souvent, il dormait dans le foin près du box de Tempête, renforçant leur lien par sa présence constante. Le salaire de Dumont lui permit d'acheter des vêtements propres et de contribuer à l'entretien des moraux. Mais sa vie restait centrée sur une seule mission: aider Tempête à surmonter ses traumatismes. Un matin particulièrement brumeux, Pierre franchit une nouvelle étape. Après avoir passé 1 heure assis tranquillement dans l'enclos pendant que Madeleine jouait du Debussy, il sortit doucement une brosse douce de sa poche. Tempête, qui se tenait maintenant régulièrement à quelques mètres du garçon, observa l'objet avec méfiance, ses oreilles pivotant nerveusement. Pierre ne fit aucun geste brusque. Il posa simplement la brosse sur sa cuisse et continua à respirer calmement, les yeux mi-clos, comme si le temps n'avait aucune importance. 1 demi-heure passa ainsi.
la musique et la brume enveloppant l'écurie d'une atmosphère presque onirique. Puis, dans un mouvement d'une lenteur délibérée, Pierre leva la brosse et commença à la passer sur son propre bras, montrant à Tempête le mouvement doux et régulier. L'étalon observait, immobile mais attentif, ses naseaux dilatés captant l'odeur du garçon et de l'objet inconnu. Après plusieurs minutes de cette démonstration, Pierre tendit légèrement le bras, la brosse dans sa paume ouverte. Tempête s'ébroua, recula d'un pas, puis, à la surprise des quelques témoins silencieux, avança précautionneusement. Ses naseaux effleurèrent la brosse, son souffle chaud caressant la main cicatrisée de Pierre. « C'est incroyable », murmura un palefrenier à son collègue. Il y a 3 semaines, ce cheval aurait arraché le bras de quiconque s'approchait avec un objet. Ce petit miracle fut suivi d'autres. 2 jours plus tard, Tempête accepta que Pierre passe délicatement la brosse sur son encolure. Un contact bref mais significatif qui fit circuler des murmures excités dans toute la propriété. Le jour suivant, l'étalon permit au garçon de rester près de lui pendant 5 minutes entières, brossant son flanc avec des mouvements lents et réguliers. La nouvelle de ses progrès attira davantage de visiteurs. Des enfants du village venaient après l'école, s'asseyant silencieusement sur les barrières pour observer ce spectacle étonnant. Des éleveurs des environs modifiaient leurs itinéraires pour passer par hasard devant les écuries Dumont. Même quelques touristes parisiens, informés par le bouche à oreille, commencèrent à apparaître. La marque sur la main du garçon, expliquait Madame Beaufort aux spectateurs curieux, devenue une sorte de guide officieuse, est identique à l'étoile sur le front du cheval. Dans la tradition normande, cela signifie qu'ils sont des âmes qui se reconnaissent d'autres vies. Ces commentaires, rapportés à François Dumont, provoquèrent chez lui une irritation croissante. L'idée que son investissement coûteux puisse être lié de façon mystique à un orphelin misérable heurtait profondément sa vision pragmatique du monde. Plus troublante encore était le temps que Madeleine passait aux écuries, conversant avec Pierre par l'intermédiaire de notes écrites et jouant inlassablement pour Tempête. Un soir, alors que le dîner refroidissait sur la table somptueusement dressée, Dumont trouva sa fille dans les écuries, riant silencieusement à quelque chose que Pierre avait griffonné dans son carnet. « Madeleine » appela-t-il sèchement. « Le dîner est servi depuis 20 minutes. » La jeune fille sursauta, puis sourit à son père. « Désolé, papa, nous n'avons pas vu le temps passer. Pierre m'expliquait comment Tempête communique avec ses oreilles. C'est fascinant. » Dumont observa sa fille, son visage animé, ses yeux brillants, puis le garçon silencieux qui se tenait respectueusement en retrait. Quelque chose dans cette scène le mit profondément mal à l'aise. Cette nuit-là, après que Madeleine se fut retirée dans sa chambre, Dumont convoqua Claude Besson, un autre dresseur réputé dont les méthodes, moins brutales que celles de Mercier mais tout aussi efficaces, lui avaient été recommandées. « Je veux que vous observiez la situation », expliqua-t-il au dresseur élégamment vêtu. « Après ma fête d'anniversaire, vous prendrez en charge l'entraînement de Tempête. Je veux des résultats rapides et concrets, des compétitions, des reproductions, un retour sur investissement. » « Bien sûr, monsieur Dumont, » acquiesça Besson avec un sourire confiant. « J'ai déjà étudié le dossier de l'animal. Votre expérience actuelle est intéressante, mais inefficace à long terme. Ce cheval a besoin d'une main ferme. » « Exactement, » approuva Dumont, soulagé de parler enfin à quelqu'un qui partageait sa vision. « Cette absurdité doit cesser. Un cheval est un outil, un investissement, pas un partenaire de thérapie. » Le lendemain matin, lors du petit déjeuner, Dumont annonça sa décision à Madeleine. « J'ai engagé Claude Besson pour prendre en charge Tempête après la fête. Il apportera des méthodes professionnelles pour transformer Tempête en champion. » Le visage de Madeleine se décomposa. « Papa, tu ne peux pas faire ça. Pierre accomplit des miracles avec Tempête. Besson détruira tout ce travail. »« Ma décision est prise, » trancha Dumont. « Ce garçon a eu sa chance. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. » Dès que le petit déjeuner fut terminé, Madeleine courut aux écuries pour prévenir Pierre. Elle le trouva assis près du box de Tempête, lisant à voix muette un poème dans son vieux livre usé. Quand elle lui annonça les plans de son père, le visage du garçon resta impassible, mais une ombre passa dans ses yeux sombres. Prenant son carnet, il écrivit lentement. « Forcer Tempête à se soumettre détruira non seulement sa confiance,
mais son âme. Il ne sera jamais le même. Âme, se moqua Besson qui venait d'apparaître derrière eux, ayant entendu leur conversation. Les chevaux n'ont pas d'âme, mon garçon. Ils ont une utilité. Et s'ils ne servent pas au but qu'on leur assigne, ils ne servent à rien. L'arrivée de Besson et ses commentaires désobligeants se répandirent comme une traînée de poudre dans la communauté équestre locale. Les employés des autres haras, les soigneurs et les petits éleveurs commencèrent à s'inquiéter. Une délégation menée par Madame Beaufort se rendit directement chez Dumont, demandant audience. « Ce que vous prévoyez de faire avec Tempête n'est pas seulement cruel, c'est un gaspillage », argumenta la vieille dame, son autorité naturelle imposant le respect même à un homme comme Dumont. « Ce garçon réalise quelque chose qu'aucun entraîneur professionnel n'a réussi à faire. »« Madame Beaufort, » répondit Dumont avec une politesse forcée, « je respecte votre expérience, mais il s'agit de mon cheval et de ma propriété. La fête aura lieu dans 3 jours et je veux des résultats, pas des contes de fées. » Cette intransigeance renforça la détermination de ceux qui soutenaient Pierre. Des petits cadeaux commencèrent à arriver pour lui et Tempête. Des friandises spéciales pour chevaux, une étrille d'encrin naturel, même un licol finement travaillé offert par un artisan local. Madeleine, révoltée par l'attitude de son père, organisa une rencontre secrète avec Pierre dans un coin isolé du parc. « Il y a des rumeurs sur la façon dont mon père a acquis Tempête, » lui confia-t-elle. « On dit que le cheikh ne voulait pas vendre, qu'il y aurait eu des manipulations, peut-être même des menaces. » Pierre écoutait attentivement, son visage grave. Il savait désormais qu'il était confronté à un dilemme moral. Continuer à travailler selon les conditions de Dumont, sachant qu'après la fête Tempête serait livré à des méthodes brutales, ou risquer tout pour protéger l'animal avec lequel il avait développé une connexion profonde. La décision se présenta d'elle-même 2 nuits avant la fête. Alors qu'une pluie battante s'abattait sur la Normandie, Pierre, qui dormait comme souvent dans la paille près du box de Tempête, fut réveillé par des bruits de pas. Se redressant silencieusement, il aperçut Besson qui observait l'étalon à la lueur d'une lampe torche, un fouet à la main. « Simple reconnaissance », expliqua le dresseur avec un sourire froid lorsqu'il remarqua Pierre. « Demain, après la fête, nous commençons le vrai travail. » Le regard de Besson, calculateur et impitoyable, disait tout ce que Pierre avait besoin de savoir. Cette nuit-là, il ne retourna pas au cellier des Moreaux. Au lieu de cela, il resta dans l'écurie, aux côtés de Tempête, tandis que la tempête s'intensifiait dehors, comme si les cieux reflétaient la tourmente qui s'annonçait. Dans l'obscurité de la nuit pluvieuse, Pierre colla son front contre celui de Tempête, leur respiration synchronisée créant un îlot de calme au milieu du chaos de la tempête. Pour la première fois depuis l'incendie, il sentit quelque chose remuer profondément en lui, une résolution aussi ferme que silencieuse. Dans l'obscurité de la nuit pluvieuse, Pierre colla son front contre celui de Tempête, leur respiration synchronisée créant un îlot de calme au milieu du chaos de la tempête. Une promesse silencieuse passa entre eux, plus puissante que tous les mots jamais prononcés. L'aube qui suivit cette nuit tourmentée apporta un ciel étonnamment clair, comme si la tempête avait nettoyé l'atmosphère de toute impureté. La propriété Dumont s'éveillait dans une effervescence inhabituelle. Des dizaines de serviteurs s'affairaient déjà, installant chapiteaux, tables et décorations pour la grande fête d'anniversaire qui devait se tenir dans l'après-midi. 50 ans, ça ne se fête qu'une fois, répétait François Dumont à qui voulait l'entendre, supervisant personnellement la disposition des bouquets de roses blanches importés spécialement d'Équateur. Au centre des jardins méticuleusement entretenus, un grand enclos circulaire avait été construit pendant la nuit, entouré de gradins élégants recouverts de velours bordeaux. Une pancarte discrète annonçait « Présentation spéciale, 17 heures ». Pendant ce temps, dans les écuries, l'agitation était d'une toute autre nature. Les palefreniers s'interpellaient nerveusement, leur voix trahissant une inquiétude croissante. « Quelqu'un a-t-il vu Pierre ce matin ?» demanda le chef d'écurie, consultant sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Et Tempête est dans tous ses états, impossible de l'approcher. En effet, l'étalon noir, habituellement calme depuis l'arrivée de Pierre dans sa vie, tournait frénétiquement dans son box, ses naseaux dilatés, ses yeux injectés de sang. Chaque fois qu'un palefrenier tentait de s'approcher, même pour lui donner de l'eau,
il se cabrait violemment, ses sabots menaçant de défoncer les planches qui le retenaient. « Trouvez-moi ce garçon immédiatement !» ordonna Dumont lorsqu'il fut informé de la situation. Son visage, déjà rougi par le champagne matinal et le stress des préparatifs, s'empourpra davantage. La démonstration est prévue pour 17 heures. Les premières des voitures de luxe commençaient à remonter l'allée principale, déversant un flot continu d'invités en tenue somptueuse. Des robes haute couture côtoyaient des costumes sur mesure, tandis que domestiques et serveurs slalomaient entre les groupes avec plateaux de champagne et amuse-bouches délicats. Madeleine observait ce spectacle depuis sa fenêtre, son regard inquiet balayant les jardins jusqu'aux écuries. Contrairement aux autres femmes présentes, elle avait choisi une simplicité élégante, une robe de soie bleue qui rappelait la couleur du ciel après l'orage, et pour seul bijou un pendentif en forme de fer à cheval, hommage discret à la marque sur la main de Pierre. Prenant une décision soudaine, elle s'éclipsa discrètement de la fête naissante et se dirigea vers les écuries. L'agitation qui y régnait contrastait violemment avec l'atmosphère polissée des jardins. Des palefreniers couraient dans tous les sens, certains tenant des longes et des harnais, d'autres transportant des seaux d'eau. Les hennissements frénétiques de tempête dominaient ce chaos. Guidée par son instinct, Madeleine se dirigea vers le fond des écuries, dans une section ancienne, rarement utilisée. C'est là qu'elle trouva Pierre, assis calmement dans un coin de paille fraîche, à quelques mètres de tempête qui, étonnamment, se tenait parfaitement immobile, comme s'il écoutait une mélodie inaudible pour les autres. « Il est furieux », avertit-elle doucement, s'approchant de Pierre. « Si tu n'apparais pas, il enverra Besson dans l'enclos, même si cela signifie blesser Tempête. » Pierre leva les yeux vers elle, son regard calme mais déterminé. Il sortit son carnet et écrivit lentement « Nous serons là, mais pas comme il l'attend. » Quelque chose dans son expression frappa Madeleine, une résolution tranquille qui semblait émaner de lui comme une force tangible. Elle observa Tempête, remarquant que l'animal paraissait étrangement serein en présence de Pierre, alors qu'il terrorisait tout autre humain tentant de l'approcher. « Que prévois-tu » chuchota-t-elle, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait répondre verbalement. Pour toute réponse, Pierre sortit de sa poche un petit objet brillant, un minuscule clocheton de bronze que Louis, le vieux forgeron, lui avait confectionné. À côté, posé délicatement sur la paille, un brin de lavande fraîchement cueilli attendait. À 17 heures précises, les 200 invités de François Dumont s'étaient rassemblés autour de l'enclos. L'alcool avait délié les langues et les commentaires allèrent bon train sur l'excentricité de leur hôte et son obsession pour ce cheval apparemment indomptable. Les femmes s'éventaient gracieusement dans la chaleur de l'après-midi, tandis que les hommes, cravatés et engoncés dans leurs costumes, faisaient semblant de s'intéresser à l'équitation. Au centre de l'attention, François Dumont, visiblement éméché mais s'efforçant de maintenir une façade de dignité, entama un discours grandiloquent. « Mes chers amis », proclama-t-il, sa voix légèrement pâteuse amplifiée par un micro discret. « Vous avez été témoins, il y a 3 mois, de mon acquisition de Tempête, le plus magnifique spécimen arabe d'Europe, hélas considéré comme indomptable suite à un regrettable incident. » Il marqua une pause dramatique, balayant l'assemblée du regard. « Aujourd'hui, grâce à mes méthodes innovantes, vous allez voir ce même cheval complètement transformé. » Pendant qu'il parlait, 2 palefreniers nerveux conduisaient Tempête vers l'enclos. L'animal, bien que toujours tendu, semblait étrangement moins agressif que lors des précédentes exhibitions. Ses oreilles pivotaient constamment, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un, dans la foule. Dumont poursuivit, un sourire condescendant aux lèvres. « Malheureusement, il semble que notre jeune soigneur ait perdu courage au dernier moment. » Des rires polis parcoururent l'assemblée. Par conséquent, Claude Besson, dresseur de renommée internationale, va nous démontrer comment un véritable professionnel. Ces paroles furent interrompues par un murmure collectif de surprise. Pierre venait d'apparaître, marchant calmement vers l'enclos. Il portait des vêtements simples mais propres, cadeau des palefreniers pour l'occasion, et son visage habituellement fermé affichait une sérénité presque surnaturelle. Sans accorder un regard à Dumont, il franchit la barrière et referma la porte derrière lui. « Ah, notre petit miraculeux a décidé de se montrer. » Dumont tenta de reprendre le contrôle de la situation, un sourire crispé aux lèvres. « Voyons si 3 mois de cajolerie ont produit quelques résultats. »
Le silence tomba sur la foule tandis que Pierre se positionnait au centre de l'enclos, à plusieurs mètres de Tempête. Le garçon ne portait aucun équipement, ni licol, ni cravache, ni même une simple longe. Juste un petit brin de lavande dans sa main cicatrisée. À la surprise générale, il s'agenouilla dans la terre et plaça délicatement le brin de lavande devant lui. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il sortit de sa poche le petit clocheton de bronze et le fit tinter doucement 3 fois, un signal que seul lui et Tempête connaissaient, fruit de leur séance privée. « Quelle est cette mascarade ?» marmonna Dumont, mais Madeleine le fit taire d'un regard sévère. Tempête, qui jusque-là s'agitait nerveusement dans un coin, releva brusquement la tête. Ses yeux se fixèrent sur Pierre, ses oreilles pointées en avant dans une attention totale. Lentement, majestueusement, le superbe animal commença à marcher en direction du garçon agenouillé. La foule retint collectivement son souffle lorsque Tempête s'arrêta devant Pierre. Pendant un instant qui sembla éternel, cheval et garçon se regardèrent, immobiles comme 2 statues au milieu de l'arène improvisée. Les talons noirs, dont la puissance musculaire ondulait sous sa robe luisante, dominaient de toute sa hauteur le frêle adolescent agenouillé dans la poussière. Les invités les plus proches pouvaient voir les naseaux de Tempête frémir, aspirant l'odeur du garçon mêlée à celle de la lavande. Ses yeux, autrefois voilés de terreur et de rage, semblaient maintenant limpides, presque confiants. Puis, dans un geste qui arracha des exclamations étouffées aux spectateurs, Tempête abaissa sa tête imposante jusqu'à effleurer de son nez velouté la cicatrice en forme de fer à cheval sur la main tendue de Pierre. « Regardez la marque !» s'exclama Madame Beaufort depuis sa place parmi les invités. « C'est la marque de Saint-Georges, protecteur des chevaux. Exactement comme l'étoile blanche du cheval. » Ce qui se produisit ensuite laissa même les plus sceptiques sans voix. Tempête, le cheval que personne n'avait pu approcher pendant des mois, plia gracieusement ses jambes avant et s'abaissa devant Pierre, dans une invitation claire. D'un mouvement fluide, comme s'ils avaient répété cette chorégraphie 1000 fois, le garçon monta sur le dos de l'animal, sans selle, sans bride, se tenant uniquement à la crinière noire. Lorsque Tempête se redressa, portant Pierre sur son dos, un murmure parcourut la foule. Le cheval commença à se déplacer dans l'enclos, d'abord en pas tranquille, puis en trot élégant, et enfin en galop majestueux qui ressemblait à une danse parfaitement orchestrée. Pierre bougeait en harmonie totale avec l'animal, comme si les deux partageaient un seul corps, un seul esprit. « Impossible !» murmura Besson, laissant tomber sa cravache sur l'herbe. Après avoir effectué plusieurs tours complets de l'enclos, Pierre dirigea Tempête d'un léger toucher jusqu'à s'arrêter devant Dumont. Le garçon sortit de sa poche un morceau de papier plié et le tendit au millionnaire stupéfait. Les mains tremblantes, Dumont déplia le papier et lut à haute voix. « Un cheval n'est jamais seulement un investissement. Un humain n'est jamais seulement un employé. Certaines connexions vont au-delà de l'argent ou du pouvoir. Elles touchent l'âme. » Le silence qui suivit fut brisé par un applaudissement spontané qui commença avec Madeleine et se propagea rapidement parmi les invités. Même les amis les plus proches de Dumont ne pouvaient cacher leur admiration devant le spectacle dont ils venaient d'être témoins. La foule élégante retenait collectivement son souffle lorsque Tempête, qui jusque-là restait agitée dans un coin, releva la tête au son de la clochette, ses oreilles pointées en attention totale vers Pierre. Puis, à l'étonnement général, le majestueux animal commença à marcher lentement vers le garçon agenouillé, comme s'il répondait à un appel que lui seul pouvait entendre. Le silence qui suivit fut brisé par un applaudissement spontané qui commença avec Madeleine et se propagea rapidement parmi les invités. L'ovation enfla comme une vague, submergeant l'enclos de son enthousiasme inattendu. Même les amis les plus proches de Dumont, ces hommes d'affaires cyniques, habitués à mesurer la valeur de toute chose en euros, ne pouvaient dissimuler leur admiration devant le spectacle dont ils venaient d'être témoins. Pierre, toujours assis sur le dos de Tempête, restait parfaitement immobile. Son visage, habituellement fermé comme un paysage d'hiver, s'était légèrement transformé. Une lueur nouvelle brillait dans ses yeux sombres, non pas de la fierté, mais quelque chose de plus profond, comme la satisfaction tranquille d'avoir honoré une promesse silencieuse. Tempête lui-même semblait transformé.
L'animal qui, quelques semaines auparavant, représentait le symbole même de la terreur indomptable, se tenait maintenant avec une dignité royale, sa robe noire luisante sous le soleil déclinant. Ses oreilles pivotaient doucement, captant les sons de la foule, mais sans manifester la moindre anxiété. De temps à autre, il tournait légèrement la tête, comme pour s'assurer que Pierre était toujours là, sur son dos, ancré dans cette confiance nouvellement forgée. François Dumont regardait fixement le message qu'il tenait encore entre ses doigts. Les mots simples mais percutants. Un cheval n'est jamais seulement un investissement. Un humain n'est jamais seulement un employé. Certaines connexions vont au-delà de l'argent ou du pouvoir, elles touchent l'âme. Semblèrent le confronter à une vérité qu'il avait passé sa vie à ignorer. Extraordinaire, murmura la comtesse de Bréville, une éleveuse respectée dont l'approbation était rarement accordée. Ce garçon possède un don que l'argent ne peut acheter. Cette remarque, prononcée suffisamment fort pour être entendue par ceux qui l'entouraient, provoqua une nouvelle vague de murmures admiratifs. Des smartphones avaient été sortis discrètement, capturant ce moment pour le partager au-delà du cercle fermé des invités de Dumont. Pierre, sentant que le moment était venu de conclure cette démonstration, posa délicatement sa main sur l'encolure de Tempête. Un signal imperceptible passa entre eux, peut-être une légère pression des doigts, peut-être simplement une intention partagée. L'étalon commença à se déplacer, effectuant un dernier tour de l'enclos. Cette fois, son allure était différente, plus fière, plus mesurée, comme une révérence vivante adressée à l'assemblée. C'est comme s'il dansait, chuchota une jeune femme, sa voix empreinte d'émerveillement. En effet, les mouvements de Tempête avaient une qualité presque chorégraphiée, une élégance fluide qui évoquait davantage un ballet qu'une simple démonstration équestre. Pierre, parfaitement synchronisé avec chaque foulée, chaque changement de direction, semblait être l'extension naturelle du cheval. Ou peut-être était-ce l'inverse. Les frontières entre dompteur et dompté s'étaient dissoutes, remplacées par quelque chose de plus fondamental, un partenariat basé sur la confiance mutuelle. Lorsqu'ils achevèrent à leur tour, Pierre dirigea Tempête vers la sortie de l'enclos. Sans hâte, avec une dignité tranquille, il glissa du dos de l'animal et ouvrit la porte. Pour la stupéfaction des spectateurs, Tempête le suivit docilement, sans longe ni bride, comme un ami suivant un autre à travers une foule. Besson, le dresseur dont l'expertise venait d'être si spectaculairement éclipsée, ramassa sa cravache tombée dans l'herbe. Son visage était un masque d'incrédulité mêlé d'humiliation professionnelle. « Toute ma carrière », murmura-t-il pour lui-même. « Jamais vu cela. » Madeleine, qui avait observé toute la scène avec une intensité presque douloureuse, s'approcha de son père. « Tu vois maintenant, papa » murmura-t-elle. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question de compréhension. Dumont ne répondit pas immédiatement. Son monde de certitude, où tout, absolument tout, avait un prix et pouvait être possédé, venait d'être ébranlé par un garçon muet et un cheval prétendument indomptable. Les invités commençaient à se disperser, retournant vers le chapiteau principal où les attendait un somptueux dîner. Mais beaucoup s'attardaient, espérant apercevoir à nouveau ce garçon mystérieux et l'animal qui lui avait accordé sa confiance. Pierre conduisit Tempête jusqu'aux écuries, suivi à distance respectueuse par plusieurs palefreniers, encore abasourdis par ce qu'ils venèrent de voir. L'animal marchait calmement à ses côtés, ses sabots résonnant doucement sur les pavés anciens. « Comment as-tu fait » demanda l'un des hommes lorsqu'ils atteignirent le box. 3 mois, et personne n'avait pu l'approcher sans risquer sa vie. Pierre haussa légèrement les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. Il sortit son carnet et écrivit rapidement « Je ne lui ai rien fait, je l'ai juste écouté ». Cette réponse, apparemment simple, contenait pourtant l'essence de sa méthode. Une approche si radicalement différente des techniques traditionnelles qu'elle en devenait presque incompréhensible pour ceux qui avaient été formés aux méthodes conventionnelles. La nouvelle de l'extraordinaire démonstration se répandit comme une traînée de poudre bien au-delà des murs de la propriété Dumont. Avant même la fin du somptueux dîner d'anniversaire, des messages et appels affluaient sur les téléphones des invités, leurs contacts cherchant à confirmer les rumeurs qui circulaient déjà dans les cercles équestres de Normandie.
Est-ce vrai qu'un garçon muet a dompté le cheval fou de Dumont? On dit que Tempête s'est agenouillé devant lui comme un chevalier devant son roi. Quelqu'un a-t-il filmé? Je dois voir ça. À l'écart de cette effervescence mondaine, dans la quiétude des écuries plongées dans la pénombre, Pierre s'était installé sur une botte de foin près du box de Tempête. L'étalon, contrairement à ses habitudes nocturnes agitées, se tenait paisiblement près de la porte, son regard suivant chaque mouvement du garçon. « C'était magnifique », dit doucement Madeleine en s'approchant, tenant encore son violoncelle. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi pur. » Pierre acquiesça silencieusement, traçant distraitement le contour de sa cicatrice du bout des doigts. « Mon père ?» Elle hésita, cherchant ses mots. « Je crois que tu l'as vraiment touché aujourd'hui. Pas juste impressionné, touché. » Le garçon la regarda, une question muette dans ses yeux. « Je le connais, » poursuivit-elle. « Sous son apparence d'homme d'affaires impitoyable, il y a autre chose. Quelque chose que tu as réveillé aujourd'hui. » Comme pour confirmer ses paroles, des pas résonnèrent sur les pavés. François Dumont apparut à l'entrée des écuries, ayant visiblement quitté sa propre fête. Il s'était débarrassé de sa veste et sa cravate pendait négligemment autour de son cou. Pour la première fois depuis que Pierre le connaissait, il semblait vulnérable. « Madeleine, ma chérie, » dit-il doucement, « pourrais-tu nous laisser un moment ?» La jeune fille hésita, jeta un regard inquiet à Pierre, puis acquiesça. « Ne sois pas trop long, papa. Tes invités vont se demander où tu es passé. » Une fois Madeleine partie, Dumont s'approcha lentement du box. Tempête, sentant sa présence, s'agita légèrement mais resta remarquablement calme. « Il y a 2 mois, » commença Dumont, fixant l'étalon noir. « J'aurais payé 100 000 € pour voir ce cheval se tenir ainsi tranquillement dans son box. » Il se tourna vers Pierre. « Et maintenant qu'il le fait, je réalise que l'argent n'a rien à voir avec tout cela. » Il sortit de sa poche le message que Pierre lui avait remis plus tôt. Ces mots, ils m'ont fait réfléchir. Toute ma vie, j'ai mesuré la valeur des choses et des gens, par leur utilité, leur rendement. Il eut un rire sans joie. C'est ainsi qu'on bâtit un empire commercial, vois-tu. Pierre écoutait attentivement, son regard passant de l'homme au cheval, comme s'il percevait une similitude que Dumont lui-même ne pouvait voir. « Ce que tu as fait aujourd'hui, » poursuivit l'industriel, « ce n'était pas juste une démonstration de dressage. C'était une leçon d'humilité pour moi. » Il hésita, cherchant visiblement des mots qui ne venaient pas facilement à un homme comme lui. « Je te présente mes excuses pour avoir douté de toi, et je te remercie d'avoir sauvé Tempête. » Ces paroles, prononcées avec une sincérité maladroite mais réelle, marquaient un tournant que ni Pierre ni Dumont n'auraient pu anticiper. L'homme d'affaires tendit sa main vers l'étalon, s'arrêtant à quelques centimètres de son museau. « Puis-je » demanda-t-il à Pierre. Le garçon acquiesça, mais fit un geste invitant Dumont à attendre. Il s'approcha de Tempête, murmura silencieusement à son oreille, puis fit signe à l'industriel d'avancer sa main très lentement. Le souffle chaud de Tempête caressa les doigts de Dumont. L'homme se figea, son visage trahissant une émotion complexe, peur, émerveillement, respect. Puis, avec une délicatesse inattendue chez un homme de sa stature, il effleura le museau velouté de l'animal. « Mon Dieu » murmura-t-il, « je comprends maintenant. » Dans les jours qui suivirent, la légende du garçon muet et du cheval indomptable se répandit dans toute la Normandie. Des journalistes tentèrent d'obtenir des interviews, des éleveurs appelèrent pour demander des conseils, et plusieurs riches propriétaires proposèrent des sommes astronomiques pour emprunter les services de Pierre pour leurs propres chevaux problématiques. Dumont, pressé par l'opinion publique et l'insistance passionnée de Madeleine, reconnut finalement l'extraordinaire talent de Pierre. Au lieu de confier Tempête à Besson, il offrit au garçon un poste permanent comme assistant dresseur dans ses écuries, à condition qu'il enseigne ses méthodes à d'autres. Pas pour qu'il les applique à de force, précisa Madeleine, devenue médiatrice entre son père et Pierre, mais pour qu'il comprenne qu'il existe d'autres formes de leadership que la domination. Pierre accepta cette proposition, à condition que Tempête ne soit jamais traité comme un simple reproducteur ou une machine à gagner des prix. L'étalon avait gagné le droit à une existence qui respectait sa nature profonde et les traumatismes qu'il avait endurés.
Un après-midi, alors que Pierre travaillait avec un nouveau pensionnaire, un jeune poulain terrorisé par les humains après avoir été maltraité, Dumont l'observait depuis la barrière de l'enclos. Le garçon était assis dans l'herbe, parfaitement immobile, attendant que l'animal vienne à lui de son plein gré. Tempête, étonnamment, se tenait à proximité, comme s'il assistait Pierre dans cette tâche délicate. « Tu sais, » dit Dumont à sa fille qui l'avait rejoint, « je commence à croire que nous avons tous à apprendre de ce garçon. Pas seulement sur les chevaux, mais sur nous-mêmes. » Madeleine sourit, enlaçant affectueusement le bras de son père. C'est exactement ce que je me disais. Tandis que les derniers invités se retiraient, Dumont s'approcha de Pierre avec une expression qui mêlait admiration réticente et calcul commercial. « Tu m'as humilié et impressionné le même jour, mon garçon. Maintenant, dis-moi combien cela coûterait pour que tu enseignes ta méthode à d'autres sous la marque Dumont. Tu m'as humilié et impressionné le même jour, mon garçon. Maintenant, dis-moi, combien cela coûterait pour que tu enseignes ta méthode à d'autres sous la marque Dumont. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air tiède de cette soirée d'été, chargés d'implications que Pierre percevait clairement malgré son jeune âge. Le garçon observa l'homme d'affaires avec une expression indéchiffrable, puis sortit lentement son carnet usé. Sa réponse, tracée d'une écriture appliquée, surprit Dumont. Ce n'est pas une méthode qu'on peut vendre, c'est une façon d'être. Cette conversation marqua le début d'une période étrange pour Pierre. Le lendemain de la spectaculaire démonstration, les journaux régionaux titraient déjà sur « Le miracle de Deauville » ou « L'enfant qui murmure à l'oreille des chevaux ». Des photographies de Pierre sur le dos de Tempête ornaient les premières pages, capturant cet instant magique où l'indomptable s'était soumis volontairement. La célébrité inattendue plaça le garçon au centre d'une attention qu'il n'avait jamais recherchée. Chaque matin, en arrivant aux écuries Dumont, il trouvait de nouvelles personnes l'attendant, journalistes, propriétaires de chevaux problématiques, curieux attirés par la rumeur d'un miracle équestre. Une semaine après la fête, François Dumont organisa une réunion formelle dans son bureau. Assis face à Pierre et Madeleine, il présenta sa vision avec l'assurance d'un homme habitué à conclure des affaires. « Voici ma proposition », déclara-t-il en poussant un dossier élégamment relié vers Pierre. « Un programme de formation méthode Dumont, basé sur tes techniques. Nous commercialiserons des séminaires pour propriétaires et dresseurs, des livres, peut-être même des vidéos pédagogiques. » Pierre feuilleta le document, son expression s'assombrissant progressivement. « Papa, » intervint Madeleine, « tu ne comprends toujours pas. Ce que Pierre fait n'est pas une technique qu'on peut enseigner en 2 jours dans un séminaire luxueux. C'est une question de connexion, pas de méthode. » Dumont balaya l'objection d'un geste impatient. « Toute approche peut être systématisée, ma chérie. C'est ainsi que fonctionne le monde des affaires. » Pierre écrivit sa réponse, que Madeleine lut à haute voix. « Accepteriez-vous que Tempête devienne une machine à démonstration, que des étrangers l'approchent sans respecter ses limites, juste pour prouver que votre méthode fonctionne ?» La question frappa Dumont plus qu'il ne l'aurait admis. L'image de l'étalon redevenant cette créature terrifiée et dangereuse qu'il était à son arrivée s'imposa brutalement à son esprit. Pendant que cette bataille silencieuse se jouait dans le bureau feutré de Dumont, une autre proposition prenait forme. Madame Beaufort, après avoir assisté à la démonstration, avait contacté Pierre par l'intermédiaire des Moreau. Un matin brumeux, la vieille dame l'attendait près du modeste cellier où il vivait toujours. « Mon garçon, » annonça-t-elle sans préambule, « j'ai une proposition à te faire. Ma propriété n'est pas grande, mais elle a abrité des chevaux normands depuis 4 générations. Il y a une petite maison inoccupée, autrefois habitée par mon régisseur. Elle t'appartient si tu le souhaites, avec la liberté de travailler à ta façon. » L'offre était tentante. L'indépendance, le respect de ses principes, une véritable maison après 2 années passées dans un réduit. Pourtant, Pierre hésitait. Quitter les écuries Dumont signifierait s'éloigner de Tempête, avec qui il avait développé une connexion si profonde qu'elle semblait transcender les barrières entre espèces. Ce dilemme intérieur accompagnait Pierre chaque matin lorsqu'il rejoignait Tempête pour leur rituel quotidien. L'aube les trouvait souvent dans les prés bordant la propriété Dumont, le garçon marchant tranquillement, l'étalon le suivant sans contrainte, par choix. Cette liberté partagée semblait être pour Tempête une thérapie plus efficace que toutes les séances de dressage conventionnelles.
Les palefreniers observaient avec étonnement comment l'animal, autrefois si imprévisible, s'était transformé. Il n'était pas devenu docile, sa fierté et son caractère restaient intacts, mais la terreur qui habitait ses yeux avait cédé la place à une conscience tranquille de sa propre valeur. C'est comme s'il avait retrouvé sa dignité, commenta un jour le vieux Louis, venu livrer de nouveaux fers. Pour marquer cette évolution, il avait forgé pour Pierre un petit clocheton d'argent, remplaçant celui en bronze. Pour rendre le lien éternel, expliqua-t-il simplement en le remettant au garçon. Les méthodes de Pierre attiraient une attention croissante. Un après-midi, Madeleine installa son violoncelle au milieu d'un champ. Pendant qu'elle jouait, Pierre et Tempête évoluaient autour d'elle dans une sorte de danse improvisée, le garçon guidant l'étalon par de simples regards, l'animal répondant avec une sensibilité extraordinaire. Cette communion silencieuse, rythmée par la musique de Fauré, semblait appartenir à un autre monde. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Dumont observait la scène depuis la terrasse de sa demeure, jumelles à la main. Son expression oscillait entre admiration professionnelle et calcul commercial. Plus tard, il confia à son assistante « Ce garçon possède quelque chose que je ne comprends pas encore totalement, mais que je dois absolument intégrer à mon patrimoine. » La réputation de Pierre s'étendait désormais bien au-delà de Tempête. Les propriétaires d'écuries voisines commencèrent à lui amener des chevaux difficiles, un hongre agressif après un accident, une jument refusant tout contact depuis la perte de son poulain, un jeune étalon rendu nerveux par un dressage trop brutal. Avec chacun, Pierre utilisait la même approche fondamentale. Observation patiente, respect absolu des limites de l'animal, création d'un espace où le cheval pouvait exprimer ses peurs sans jugement. « Il ne dresse pas les chevaux », expliqua Madeleine à un journaliste équestre venu observer. « Il les écoute jusqu'à ce qu'ils acceptent de se laisser guider. » Cette notoriété grandissante attira l'attention d'un riche éleveur américain, Carter Williams, qui arriva un matin dans une imposante Range Rover, accompagné d'un interprète et d'un conseiller juridique. Sa proposition était directe, $1 million pour acheter Tempête. « Ce cheval est désormais une célébrité », argumenta-t-il auprès de Dumont. « Aux États-Unis, nous saurions exploiter pleinement son potentiel médiatique et génétique. » Pour la première fois, Dumont se trouva étrangement réticent face à une offre financière alléchante. Il réalisa soudain que la valeur de Tempête était désormais indissociable de sa relation avec Pierre. Vendre l'animal reviendrait à détruire ce miracle dont il était, malgré lui, devenu le gardien. « Je dois y réfléchir », répondit-il, surprenant même ses plus proches collaborateurs par cette hésitation inhabituelle. L'offre américaine cristallisa les tensions autour de l'avenir de Pierre et Tempête. Madeleine, devenue la protectrice farouche de leur lien, confronta directement son père. « Si tu veux que Pierre continue à travailler pour toi, déclara-t-elle avec une assurance nouvelle, tu dois respecter ses conditions. Il n'est pas un employé ordinaire qu'on peut simplement acheter. » Sa fille, autrefois si docile, le surprenait chaque jour davantage. Son séjour à Deauville, initialement prévu pour 2 semaines de vacances, s'éternisait. Elle avait reporté sa rentrée au Conservatoire de Paris, prétextant un projet musical personnel d'une importance capitale. Un soir, alors que Pierre rentrait vers le cellier des Moreaux après une longue journée, il fut surpris de trouver Tempête l'attendant près du portail. L'étalon n'avait jamais quitté seul la propriété Dumont auparavant. Plus étonnant encore, il n'était pas venu seul. À ses côtés se tenait un jeune poulain visiblement apeuré, récemment arrivé aux écuries pour être dressé. Pierre observa cette scène extraordinaire avec stupéfaction. Tempête se tenait protecteur près du jeune animal tremblant, comme s'il l'avait délibérément amené à Pierre, reconnaissant en lui le seul capable d'apaiser sa terreur. Cette intelligence, cette empathie d'un animal supposément guidé uniquement par l'instinct, bouleversa profondément le garçon. Cette nuit-là, il resta éveillé longtemps, dessinant dans son carnet les contours d'un rêve qui prenait forme en lui. Non pas simplement travailler avec des chevaux traumatisés, mais créer un sanctuaire où ces animaux pourraient guérir aux côtés d'enfants brisés comme lui. Un lieu où les cicatrices, qu'elles soient visibles ou invisibles, seraient comprises comme des marques d'honneur plutôt que des stigmates. Le lendemain matin, lorsque Dumont le convoqua pour lui présenter sa proposition formelle, un contrat prestigieux mais restrictif,
contrôlant strictement l'utilisation de ces méthodes, Pierre était prêt. Il sortit de son sac un rouleau de papier soigneusement attaché avec une ficelle. En le dépliant sur l'imposant bureau, il révéla un dessin détaillé d'un centre équestre radicalement différent de tout ce qui existait en France. Les croquis, d'une précision surprenante, montraient des espaces ouverts où chevaux et humains pouvaient interagir librement, des zones spécifiques pour la musicothérapie, des jardins sensoriels, des habitations modestes mais dignes pour les jeunes résidents. Dans la marge du dessin, une simple question était écrite de sa main appliquée. Pourquoi choisir entre les affaires et la compassion quand on peut unir les deux? Pourquoi choisir entre les affaires et la compassion quand on peut unir les deux? Cette question, tracée de la main de Pierre dans la marge de son dessin minutieux, résonna dans l'esprit de François Dumont bien après que le garçon eut quitté son bureau. L'industriel passa plusieurs jours à contempler ses plans, tiraillé entre son instinct commercial et quelque chose de plus profond qui s'éveillait en lui. Un sentiment presque oublié depuis sa jeunesse, avant que le monde des affaires n'endurcisse son cœur. 2 semaines plus tard, une réunion extraordinaire fut organisée dans la bibliothèque de la propriété Dumont. Autour de la table en acajou massif s'étaient rassemblés Pierre, Madeleine, Madame Beaufort, le vieux Louis et plusieurs associés de Dumont, dont son architecte personnel et son directeur financier. « Messieurs, mesdames », commença Dumont en déployant les dessins de Pierre, désormais transformés en plan professionnel, « je vous présente le futur centre équestre Nouvelle Harmonie. » L'annonce provoqua un silence stupéfait, rapidement suivi d'un bourdonnement d'excitation. Le projet, ambitieux mais réalisable, prévoyait la transformation complète des écuries Dumont en un établissement unique en son genre, un lieu dédié à la réhabilitation des chevaux traumatisés et à la formation de jeunes marginalisés. Les travaux commenceront dès la semaine prochaine, poursuivit-il. Les anciens bâtiments seront rénovés pour préserver leur caractère historique, mais adaptés à notre nouvelle mission. Pierre observait la scène avec un mélange de stupéfaction et d'espoir prudent. Son rêve, né dans la solitude d'un cellier froid et nourri par sa connexion avec Tempête, prenait forme sous ses yeux. Dès les jours suivants, la propriété devint un chantier organisé. Des architectes et des ouvriers s'affairaient à transformer les écuries traditionnelles en installations à la fois modernes et accueillantes. Les boxes classiques furent agrandis, certains murs abattus pour créer des espaces semi-ouverts où les chevaux pouvaient se voir et interagir. Des paddocks circulaires, inspirés des dessins de Pierre, émergèrent dans les prés environnants. « Nous conservons l'âme des lieux », expliquait l'architecte aux ouvriers, « mais nous l'adaptons à une nouvelle philosophie. » Pendant que les travaux avançaient, Pierre et Madame Beaufort entreprirent une tâche délicate, sélectionner les premiers chevaux qui intégreraient le programme. Ils visitèrent de plusieurs haras de la région, cherchant des animaux que d'autres avaient abandonnés. « Celui-ci », murmura Pierre sur son carnet en désignant un alezan maigre au fond d'un box obscur. L'animal, recroquevillé dans un coin, portait des cicatrices visibles d'abus. « Il a peur, mais pas agressif. Il peut guérir. »« Je suis d'accord », approuva Madame Beaufort. « Et cette jument grise, regardez comme elle cherche le contact tout en le redoutant. » Classique syndrome de maltraitance suivi d'abandon. Au fil des semaines, ils constituèrent un groupe de 6 chevaux soigneusement choisis, chacun porteur d'une histoire de souffrance, mais tous présentant cette étincelle que Pierre savait reconnaître, la capacité de faire à nouveau confiance, si on leur en donnait l'opportunité. Parallèlement, Madeleine s'était lancée dans une mission tout aussi cruciale. Ayant temporairement abandonné ses études au conservatoire, elle visitait orphelinats et centres de détention pour mineurs, cherchant des jeunes qui pourraient bénéficier du programme. « Nous ne cherchons pas des enfants qui aiment les chevaux », expliquait-elle aux éducateurs sceptiques. « Nous cherchons ceux qui ont besoin de réapprendre à faire confiance, exactement comme nos chevaux. » Sa quête la mena dans des quartiers défavorisés, des institutions austères où les enfants étaient plus gardés qu'éduqués. Dans ces lieux, elle reconnaissait parfois chez certains adolescents le même regard que celui de Pierre lors de leur première rencontre, cette distance protectrice, ce silence défensif. Un matin d'octobre, sous un ciel normand chargé de nuages bas, les premiers participants humains arrivèrent au centre. Ils étaient 6, comme les chevaux, 2 filles et 4 garçons, âgés de 12 à 16 ans. Leurs histoires,
différentes dans les détails mais similaires dans leur essence, parlaient toutes d'abandon, de trahison, de systèmes qui les avaient laissés tomber. Emma, 12 ans, n'avait pas prononcé un mot depuis que son père avait tué sa mère sous ses yeux. Malik, 15 ans, portait sur son corps les cicatrices de brûlures infligées par son beau-père. Sophie, 14 ans, autiste, vivait dans un monde intérieur que personne n'avait réussi à pénétrer. Lucas, Thomas et Ryan, tous trois issus de foyers différents, partageaient un passé de négligence et de violence institutionnelle. Leur arrivée au centre fut marquée par un silence épais, chargé de méfiance. Ils se tenaient en groupe compact, examinant les lieux avec la vigilance d'animaux habitués au danger. « Bienvenue », écrivit Pierre sur un grand tableau blanc. « Ici, personne ne vous jugera. Personne n'exigera que vous parliez. Les chevaux non plus ne parlent pas, mais ils ont beaucoup à dire. » Cette première journée établit le ton du programme. Aucune pression, aucune attente formalisée. Pierre conduisit simplement les jeunes vers un enclos où il s'assit en silence au centre. Les 6 chevaux sélectionnés furent introduits librement dans l'espace, sans harnachement ni contrainte. « Observez », écrivit-il. « Respirez comme eux. Écoutez ce qu'ils disent, sans mots. » L'exercice, d'une simplicité déroutante, laissa perplexes les éducateurs qui accompagnaient le groupe. « Ils ne font rien », chuchota l'un d'eux à Madeleine. « Exactement », répondit-elle doucement. « C'est le point de départ. » Pendant cette première session, quelque chose d'inattendu se produisit. Tempête, qui n'était pas censée participer à ces séances initiales, s'approcha de l'enclos. Observant la scène, l'étalon noir sembla évaluer la situation, puis, à la stupéfaction générale, sauta gracieusement par-dessus la barrière et se dirigea vers le centre. Les éducateurs firent un mouvement pour intervenir, craignant un accident, mais Madame Beaufort les arrêta d'un geste. « Regardez », murmura-t-elle. Tempête s'approcha lentement d'un jeune cheval gris tremblant, un yearling sauvé d'un propriétaire violent. Avec une délicatesse surprenante, l'imposant étalon se plaça entre le poulain et les humains, créant un espace protecteur. Puis, dans un geste que personne n'aurait cru possible chez un animal, il commença à guider doucement le jeune cheval en cercle concentrique, s'éloignant progressivement du mur pour l'amener vers le centre où Pierre attendait. « C'est incroyable », murmura Louis, qui assistait à la scène. « Il se comporte comme un guide, un enseignant. » Ce comportement inattendu de Tempête devint rapidement un élément central du programme. L'étalon, autrefois considéré comme dangereux et irrécupérable, assumait naturellement un rôle de protecteur auprès des chevaux plus jeunes ou plus traumatisés. Plus étonnant encore, il semblait comprendre intuitivement les besoins de chaque animal, adaptant son approche selon qu'ils étaient craintifs, agressifs ou simplement confus. C'est comme s'il avait intégré la méthode de Pierre et l'appliquait à sa façon, observa Madame Beaufort, documentant méthodiquement chaque interaction dans un épais cahier. Les jours suivants apportèrent de petites victoires significatives. Sophie, la jeune fille autiste, établit un contact visuel prolongé avec une vieille jument grise, la première connexion non verbale qu'elle initiait depuis des années, selon son éducatrice stupéfaite. Malik, toujours sur la défensive, se détendit suffisamment pour s'endormir contre une botte de foin pendant une séance, signe de confiance extraordinaire pour un adolescent constamment en état d'alerte. François Dumont, initialement distant du projet quotidien, commença à apparaître discrètement lors des sessions. Caché derrière une porte ou observant depuis une fenêtre, il contemplait cette alchimie étrange entre enfants brisés et chevaux traumatisés. Son visage, habituellement impassible dans les réunions d'affaires, trahissait parfois une émotion qu'il s'empressait de dissimuler quand il se savait observé. Pierre, malgré sa nouvelle position au centre, continuait à vivre simplement. Il avait refusé la chambre luxueuse que Dumont lui proposait dans la résidence principale, préférant aménager un petit espace au-dessus des écuries, proche des chevaux. Ses habitudes restaient modestes, ses besoins minimaux. Ce qui avait changé, cependant, c'était son assurance tranquille. Non pas de l'arrogance, mais la sérénité de quelqu'un qui a trouvé sa voie. Un système de communication novateur émergea naturellement au centre. Pierre, s'inspirant de sa propre expérience du silence,
développa un langage de symboles permettant aux jeunes d'exprimer des émotions complexes sans recourir aux mots. Des cartes colorées, des gestes spécifiques, des expressions corporelles codifiées devinrent leur vocabulaire commun, partagé aussi bien par les enfants que par le personnel. « C'est remarquable », commenta une psychologue venue observer le programme. Ils ont créé un espace où le silence n'est plus un handicap, mais simplement une autre forme de langage. Après 3 semaines d'activité, le centre organisa sa première démonstration publique. Les 6 jeunes et leurs chevaux respectifs présentèrent un exercice synchronisé, non pas un spectacle au sens traditionnel, mais une chorégraphie silencieuse où chaque paire évoluait librement tout en maintenant une harmonie collective. L'événement attira l'attention régionale. Des journalistes de Paris-Normandie et même un photographe de Paris Match vinrent documenter ce qu'on commençait à appeler le miracle de Deauville. Les images des jeunes auparavant marginalisés, maintenant en communion profonde avec des animaux autrefois considérés comme irrécupérables, touchèrent une corde sensible dans l'opinion publique. Madame Beaufort, avec sa rigueur caractéristique, consignait chaque développement dans ses carnets. « Nous ne créons pas seulement une méthode », expliqua-t-elle à Dumont lors d'une réunion de bilan. « Nous créons un héritage qui pourrait transformer l'approche thérapeutique équine en France. » L'industriel, contre toute attente, s'était progressivement investi émotionnellement dans le projet. « Combien de temps avant que nous puissions accueillir davantage d'enfants ?» demanda-t-il, surprenant même ses plus proches collaborateurs par cet intérêt pour l'aspect humain plutôt que financier de l'entreprise. Un jour, alors que l'automne normand parait les arbres de teinte cuivrée, un journaliste équestre respecté arriva au centre. Cyril Dautier, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le dressage classique, était connu pour son scepticisme envers les approches alternatives. « Je viens en observateur objectif », annonça-t-il en serrant la main de Dumont. « J'ai entendu tant d'histoires sur votre centre que je dois voir par moi-même si la réalité correspond au mythe. » Pendant une semaine entière, Dautier observa, prit des notes, posa des questions pointues. Son expression, initialement réservée, évoluait subtilement jour après jour. Ce qu'il voyait remettait en question des décennies de certitude professionnelle. Le dernier soir de sa visite, alors que le soleil couchant baignait les écuries d'une lumière dorée, il s'approcha de Pierre qui brossait tranquillement Tempête. « Je suis venu en sceptique, admit-il. Mais ce que j'ai vu ici… » Il hésita, cherchant ses mots. « C'est une révolution silencieuse. Une approche qui nous oblige à repenser fondamentalement notre relation avec ces animaux, et peut-être avec nous-mêmes. » Son article, publié la semaine suivante dans la plus prestigieuse revue équestre française, donna au centre une visibilité nationale. Le téléphone ne cessait de sonner. Familles désespérées, cherchant de l'aide pour leurs enfants, propriétaires de chevaux problématiques, institutions intéressées par le modèle. Le soir où le magazine fut distribué, Pierre fut réveillé par des coups frénétiques à sa porte. Madeleine se tenait là, le journal à la main, des larmes dans les yeux. « Pierre, quelque chose d'incroyable est arrivé. Le téléphone ne cesse de sonner avec des familles de toute la France. Et le plus surprenant, on a retrouvé tes oncles maternels en Bretagne. Ils ont vu ta photo dans le journal et ils viennent te rencontrer demain. Pierre, quelque chose d'incroyable est arrivé. Le téléphone ne cesse de sonner avec des familles de toute la France. Et le plus surprenant, on a retrouvé tes oncles maternels en Bretagne, ils ont vu ta photo dans le journal et ils viennent te rencontrer demain. » Ces mots, prononcés par Madeleine dans un souffle entrecoupé d'émotions, figèrent Pierre sur place. Des oncles maternels ? Une famille dont il ignorait l'existence depuis la nuit tragique qui avait emporté ses parents et sa voix. Son cœur s'emballa tandis qu'une vague d'émotions contradictoires le submergeait. Espoir, crainte, confusion. Le lendemain matin, une modeste Citroën bleue remonta lentement l'allée principale du centre. Pierre l'observait depuis la fenêtre de son petit logement au-dessus des écuries, ses doigts caressant nerveusement la cicatrice en forme de fer à cheval sur sa main. À ses côtés, Madeleine attendait en silence, respectant son appréhension. Jean-Marc et Marie Leblanc descendirent de la voiture avec l'hésitation de gens peu habitués aux propriétés luxueuses. Lui, la soixantaine robuste, cheveux grisonnants coupés courts, portait une chemise soigneusement repassée qui semblait l'engoncer. Elle, plus fine,
Ses cheveux châtains striés d'argent rassemblés en un chignon simple tenaient contre sa poitrine une boîte en bois usée par les années. La rencontre eut lieu dans le petit salon adjacent aux écuries, un espace simple que Pierre préférait aux pièces pompeuses de la résidence principale. Quand il entra, accompagné de Madeleine, un silence chargé d'émotion emplit la pièce. Marie porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Tu as les yeux de Lucie, exactement les mêmes. » Pierre se tint immobile, ne sachant comment réagir. Ce fut Jean-Marc qui brisa la glace, s'avançant d'un pas pour tendre maladroitement la main. « Nous ne savions pas, Pierre. Pendant toutes ces années, nous ignorions que tu avais survécu à l'incendie. » Durant les heures qui suivirent, une histoire douloureuse se dévoila par fragments. Jean-Marc et Marie avaient perdu contact avec Lucie, la mère de Pierre, 3 ans avant la tragédie. Une dispute familiale absurde, l'héritage d'une petite propriété en Bretagne, avait creusé un fossé que l'orgueil des 2 parties avait rendu infranchissable. Quand nous avons appris l'incendie, les autorités nous ont dit que toute la famille avait péri, expliqua Marie, sa voix tremblante de regret. Nous avons même assisté à des funérailles, mais il n'y avait que 2 cercueils. Avec des gestes précautionneux, comme si elle manipulait un trésor fragile, Marie ouvrit la boîte qu'elle avait apportée. À l'intérieur, soigneusement préservées, se trouvaient des photographies, des lettres jaunies, de menus objets qui constituaient la mémoire tangible d'une famille brisée. Pierre découvrit le visage de sa mère à différents âges. Jeune fille aux tresses blondes sur une plage bretonne, jeune femme radieuse le jour de son mariage, mère attentive tenant un bébé qui n'était autre que lui-même. Chaque image était comme une pièce d'un puzzle identitaire qu'il avait cru à jamais perdu. « Elle adorait les chevaux, ta mère », dit Jean-Marc en désignant une photographie où Lucie, adolescente, se tenait fièrement à côté d'un petit cheval gris. Elle avait une façon spéciale avec eux, comme toi. Les plus difficiles se calmaient en sa présence. Marie sortit alors de la boîte un objet qui fit tressaillir Pierre. Un vieux carnet relié de cuir, ses pages gondolées par l'humidité et le temps. « Ça appartenait à ta grand-mère », expliqua-t-elle doucement. « Catherine Leblanc. Dans notre région, on l'appelait la guérisseuse des chevaux. Pendant 50 ans, elle a documenté ses méthodes, ses observations. Personne ne comprenait vraiment comment elle faisait, mais les animaux les plus traumatisés retrouvèrent leur équilibre entre ses mains. » Pierre feuilleta le carnet avec révérence, découvrant des pages couvertes d'une écriture fine et précise, des croquis détaillés, des observations sur le comportement équin qui résonnaient étrangement avec ses propres intuitions. « Cette marque », ajouta Jean-Marc en désignant la cicatrice sur la main de Pierre, « elle a une signification particulière dans notre famille. Ta grand-mère disait que ceux qui portent naturellement ou accidentellement la marque du fer sont destinés à être des passeurs d'âmes entre les mondes humains et équins. Pendant ce temps, le centre poursuivait son activité, désormais en pleine effervescence. 20 chevaux occupaient les installations rénovées, et plusieurs groupes de jeunes se succédaient dans les différents programmes thérapeutiques. La vision de Pierre, initialement accueillie avec scepticisme, démontrait chaque jour son efficacité. Emma, la petite fille mutique depuis le meurtre de sa mère, avait établi une connexion profonde avec une jument andalouse maltraitée. Un matin, alors qu'elle brossait doucement l'animal, les soigneurs l'entendirent murmurer quelques mots, non pas aux humains, mais à la jument. Comme Pierre, elle semblait trouver dans ce lien interespèce un chemin vers sa propre guérison. François Dumont, transformé par son implication croissante dans le projet, utilisait désormais son influence considérable pour des causes qui l'auraient fait ricaner quelques mois plus tôt. Il avait initié une proposition de loi renforçant la protection des équidés en France, mobilisant ses contacts politiques avec la même férocité qu'il déployait autrefois pour ses intérêts financiers. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que je passerais mes journées à plaider pour le bien-être animal, je l'aurais fait interner », confia-t-il un jour à Madame Beaufort avec un rire désabusé. Le soir, après le départ de ses oncles qui avaient promis de revenir régulièrement, Pierre se rendit aux écuries où Tempête l'attendait. L'étalon noir, désormais parfaitement à l'aise parmi les humains qu'il connaissait, conservait néanmoins cette fierté sauvage qui faisait sa beauté. Il n'était pas devenu un animal domestique ordinaire.
Il avait choisi d'accorder sa confiance tout en gardant son intégrité. « Ils ont dit que ce don vient de ma famille », murmura silencieusement Pierre en appuyant son front contre celui du cheval. « Que c'est dans mon sang. » Tempête souffla doucement, son haleine chaude caressant le visage du garçon. Dans ces moments d'intimité partagée, Pierre avait parfois l'impression que l'animal comprenait chaque mot non prononcé, chaque émotion qui tourbillonnait en lui. Les semaines qui suivirent établirent une nouvelle routine. Jean-Marc et Marie, initialement intimidés par le cadre prestigieux du centre, prirent la décision de s'installer temporairement dans un petit gîte à quelques kilomètres. Leur présence discrète mais constante offrait à Pierre l'opportunité de reconstruire progressivement son histoire familiale, de combler les vides qui avaient hanté ses nuits depuis l'incendie. Un soir par semaine, ils dînaient chez eux, dans la simplicité chaleureuse de leur logis provisoire. Ces repas devinrent un rituel précieux où, malgré son mutisme, Pierre communiquait avec une aisance croissante grâce au petit carnet que Marie lui avait offert, spécialement conçu pour qu'il puisse y griffonner rapidement ses pensées. « Ta mère aussi écrivait constamment », lui confia-t-elle un soir en lui montrant un journal intime de Lucie, adolescente. Elle disait que certaines pensées sont trop précieuses pour être diluées dans des paroles. Parallèlement, Madeleine développait au centre un programme innovant de musicothérapie. Après avoir observé comment son violoncelle influençait le comportement de Tempête, elle avait approfondi ses recherches, découvrant des études scientifiques sur l'impact neurologique de certaines fréquences sonores sur le cerveau équin. Les vibrations graves du violoncelle résonnent à une fréquence qui active les zones cérébrales liées à l'apaisement chez les chevaux, expliqua-t-elle lors d'une présentation à un groupe de vétérinaires sceptiques. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Son programme attirait désormais des musiciens professionnels volontaires, créant des moments où musique live et interaction équine se combinaient en une thérapie d'une efficacité remarquable, tant pour les chevaux que pour les jeunes participants. L'équilibre précaire de cette nouvelle vie fut brutalement ébranlé un soir d'automne. Une tempête exceptionnelle s'abattit sur la Normandie, avec une violence rare même pour cette région habituée aux caprices météorologiques. Le vent hurlant arrachait les tuiles des toitures, tandis qu'une pluie diluvienne transformait les chemins en torrents boueux. Au centre, l'alerte avait été donnée dès les premières rafales. Le personnel s'activait à sécuriser les installations, évacuant les chevaux des paddocks extérieurs vers les bâtiments principaux. Pierre coordonnait les opérations avec Madame Beaufort, veillant particulièrement sur les animaux les plus fragiles psychologiquement, pour qui cette violence atmosphérique risquait de réveiller d'anciens traumatismes. La situation semblait sous contrôle lorsqu'un craquement sinistre retentit. Une section de l'ancienne écurie, que les rénovations n'avaient pas encore atteinte, venait de s'effondrer partiellement sous la pression d'un arbre déraciné. « Thomas est là-dedans !» hurla soudain Lucas, l'un des adolescents du programme. Il voulait vérifier que Nuit d'été était bien attachée. Pierre sentit son sang se glacer. Thomas, 14 ans, était le plus jeune garçon du programme. Et Nuit d'été, un yearling noir récemment arrivé, comptait parmi les animaux les plus craintifs du centre. Sans hésiter, il s'élança vers le bâtiment endommagé. Mais Madame Beaufort le retint fermement. « Trop dangereux, la structure peut s'effondrer complètement. » Tandis que les adultes débattaient de la stratégie d'intervention, un mouvement attira l'attention de Pierre. Tempête, habituellement calme pendant les orages, venait de briser la porte de son box d'un violent coup de sabot. Avant que quiconque puisse réagir, l'étalon traversa la cour battue par la pluie et se dirigea droit vers le bâtiment partiellement effondré. « Mon Dieu, que fait-il » s'exclama un soigneur. Pierre, comprenant intuitivement l'intention de Tempête, se précipita à sa suite, ignorant les cris qui lui ordonnaient de rester à l'abri. L'étalon noir s'était arrêté devant l'ouverture créée par l'effondrement et hennissait puissamment, comme pour signaler sa présence. De l'intérieur, un faible hennissement répondit « Nuit d'été était vivant ». Et un instant plus tard, une voix humaine terrifiée appela à l'aide. « Il est coincé sous une poutre !» cria Pierre par écrit sur son carnet, le montrant rapidement aux secouristes qui arrivaient. « Tempête peut nous guider !» Incroyablement, l'étalon semblait comprendre parfaitement la situation. Avec une prudence calculée, il s'engagea dans l'espace instable, s'arrêtant pour vérifier que Pierre et les secouristes le suivaient. Son comportement rappelait celui d'un chien de sauvetage entraîné.
Naviguant instinctivement entre les débris pour trouver le chemin le plus sûr, ils découvrirent Thomas et Nuit d'été dans un recoin miraculeusement épargné par l'effondrement principal. Le garçon, blessé à la jambe mais conscient, avait protégé le jeune cheval de son corps, le maintenant calme malgré le chaos environnant. L'extraction fut périlleuse mais réussie. Quand ils émergèrent enfin à l'air libre, sous la pluie qui commençait à faiblir, une ovation spontanée s'éleva du personnel et des jeunes rassemblés. Pierre, couvert de poussière et trempé jusqu'aux os, enlaça spontanément Tempête, enroulant ses bras autour de l'encolure puissante de l'animal. C'était la première fois qu'il exprimait son affection de manière si complète, si physique. Jusqu'alors, leur connexion, bien que profonde, s'était maintenue dans une certaine distance respectueuse. Ce soir, sous le regard ému des témoins, quelque chose de nouveau était né. Non pas la relation entre un humain et un animal, mais une véritable fraternité entre deux êtres qui avaient traversé ensemble les flammes de leur peur. Quelques jours plus tard, après que l'excitation du sauvetage se fut apaisée, Jean-Marc et Marie invitèrent Pierre à déjeuner. Le sujet qu'ils abordèrent ce jour-là n'était pas anodin. « Nous avons réfléchi, Pierre », commença Jean-Marc avec une certaine nervosité. « Notre maison en Bretagne est grande, entourée de prés. Il y a même une petite écurie qui appartenait à ta grand-mère. Tu serais bienvenu chez nous, si tu le souhaitais. » Pierre observa ces deux personnes qui représentaient son dernier lien avec un passé qu'il croyait perdu à jamais. Leur offre était sincère, leur affection évidente. Une partie de lui aspirait à cette normalité familiale, à cette chance de renouer avec ses racines. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Pierre rejoignit Tempête dans le pré où l'étalon aimait passer les nuits claires. Allongé dans l'herbe à côté de l'animal qui broutait paisiblement, il contempla les étoiles en pesant sa décision. François Dumont, qui avait observé de loin ces retrouvailles familiales avec des sentiments mitigés, vint trouver Pierre le lendemain matin. Pour la première fois, l'industriel semblait hésitant, presque vulnérable. « Ce que tu décideras, Pierre, je le respecterai, » dit-il avec une sincérité inhabituelle. « Mais sache que ce que nous avons construit ici, ensemble, c'est important. Plus important que tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie d'homme d'affaires. » Cette nuit-là, dans le silence de sa petite chambre au-dessus des écuries, Pierre fit un rêve d'une intensité saisissante. Ses parents étaient là, dans un paysage baigné d'une lumière dorée qui n'appartenait à aucune heure connue du jour. Ils ne parlaient pas, se contentant de sourire avec une sérénité qui apaisa instantanément son cœur tourmenté. Et pour la première fois depuis l'incendie, il entendit sa propre voix dans ce rêve, prononçant clairement « Je suis exactement où je dois être ». Le choc de cette phrase le réveilla en sursaut. Tempête, qui s'était approché silencieusement de la fenêtre ouverte comme il le faisait parfois les nuits chaudes, observait Pierre avec une attention particulière. Et alors, à sa propre stupéfaction et à celle de l'étalon qui dressa brusquement les oreilles, un son rauque s'échappa de sa gorge. Pas exactement un mot, mais le premier signe que sa voix, comme son âme, retrouvait lentement le chemin de la lumière. Un son rauque s'échappa de la gorge de Pierre. Pas exactement un mot, mais le premier signe que sa voix, comme son âme, retrouvait lentement le chemin de la lumière. Ce moment, aussi fugace qu'inattendu, marqua le début d'une transformation que personne n'aurait osé espérer 6 mois plus tôt. L'hiver normand avait cédé la place à un printemps précoce. Le centre équestre Nouvelle Harmonie s'était métamorphosé, passant d'une vision audacieuse dessinée sur un bout de papier à une référence internationale en matière de thérapie équine. Les anciens bâtiments, autrefois froids et fonctionnels, s'étaient transformés en espaces chaleureux, où humains et chevaux coexistaient dans un respect mutuel qui émerveillait chaque visiteur. Pierre, désormais âgé de 15 ans, avait lui aussi changé. Non seulement quelques sons commençaient à franchir ses lèvres, mots à peine audibles, chuchotements hésitants qu'il n'offrait qu'à Tempête dans l'intimité des aubes naissantes, mais son corps s'était redressé, comme si le poids invisible qui courbait ses épaules s'était progressivement allégé. « C'est remarquable », expliquait Madame Renard, l'orthophoniste qui travaillait avec lui 2 fois par semaine. Le traumatisme avait créé un blocage physique des cordes vocales, une sorte de verrouillage protecteur. Mais la sécurité émotionnelle qu'il ressent maintenant permet graduellement cette libération.
Le centre accueillait désormais 20 chevaux rescapés, chacun portant sa propre histoire de maltraitance ou d'abandon. Une jument andalouse aux yeux méfiants, sauvée d'un cirque itinérant. Un robuste percheron boiteux dont la force avait été exploitée jusqu'à la rupture. Un poulain né prématurément et rejeté par des éleveurs impatients. Chaque animal trouvait au centre non pas la pitié, mais la dignité d'être compris dans sa souffrance. Ce matin-là, Pierre chuchotait doucement à l'oreille de Tempête, leurs silhouettes se découpant contre le soleil levant. « Mère, si », articula-t-il laborieusement, ses lèvres formant avec difficulté ces syllabes simples qui, pour lui, représentaient une victoire monumentale. L'étalon noir tourna légèrement la tête, son œil brillant fixé sur le garçon avec une intelligence qui défiait les préjugés sur la conscience animale. 6 mois de cohabitation quotidienne avaient transformé leur lien en quelque chose que même Madame Beaufort, avec son expérience de 60 années parmi les chevaux, peinait à définir. Ce n'est plus de la confiance, avait-elle expliqué à une délégation de vétérinaires venus d'Allemagne. C'est une forme de communication que notre science ne peut pas encore pleinement comprendre. À Paris, François Dumont se tenait devant une commission parlementaire, son costume impeccable contrastant avec les mines sceptiques des députés. « Messieurs, concluait-il avec une passion qui surprenait même ses plus proches collaborateurs, quand un cheval considéré comme dangereux devient le sauveur d'un enfant lors d'une catastrophe, nous devons remettre en question nos définitions du bien-être animal. Le projet de loi que je soutiens n'est pas un caprice de millionnaire. C'est une nécessité éthique pour notre société. » La transformation de Dumont, de capitaine d'industrie impitoyable en défenseur des droits animaux, faisait jaser les cercles parisiens. Certains y voyaient un coup de publicité orchestré, d'autres une crise de la cinquantaine particulièrement coûteuse. Peu comprenaient la profondeur du changement qui s'était opéré en lui depuis cette soirée d'anniversaire, où un garçon muet lui avait tendu un message simple mais dévastateur. Au centre, Madeleine avait renoncé définitivement à sa place au Conservatoire national supérieur de musique. Sa décision avait provoqué une violente dispute avec sa mère, qui vivait séparée de Dumont à Paris et ne comprenait pas l'obsession soudaine de sa fille pour ses animaux et ses enfants perdus, comme elle les appelait dédaigneusement. « Je n'ai jamais été aussi certaine de ma voix », avait répondu Madeleine avec une assurance tranquille. « La musique reste ma passion, mais ici, elle devient un langage qui guérit. » Son programme de musicothérapie s'était considérablement développé. Une étude scientifique menée par l'université de Caen documentait désormais les effets neurologiques des séances sur les chevaux traumatisés et les jeunes participants. Les résultats préliminaires confirmaient ce que Pierre et Madeleine savaient intuitivement. Certaines fréquences musicales créaient un pont neurologique entre espèces, ouvrant des canaux de communication que ni les mots ni les gestes ne pouvaient établir. Les jeunes qui avaient participé au premier groupe, 6 mois auparavant, montraient des progrès stupéfiants. Thomas, l'adolescent sauvé par Tempête lors de la tempête, était devenu l'assistant officieux de Pierre, se spécialisant dans le travail avec les chevaux les plus agressifs. « Avant, j'avais peur de tout », expliqua-t-il un jour à un journaliste venu faire un reportage. « Maintenant, je comprends que la peur est souvent juste un cri d'aide déguisé. » Jean-Marc et Marie Leblanc avaient finalement décidé de s'installer définitivement près de Deauville. Ils avaient acheté une petite maison à 10 km du centre, créant pour Pierre un havre familial où il dînait régulièrement. Ces soirées simples mais chaleureuses lui permettaient de reconstruire progressivement le puzzle de son identité, d'intégrer son passé perdu à son présent retrouvé. « Ta mère serait tellement fière », lui dit un soir Marie, en lui montrant une nouvelle photo découverte dans de vieux albums. Elle avait cette même façon de regarder les chevaux, comme s'ils lui parlèrent d'une manière que personne d'autre ne pouvait entendre. Madame Beaufort, malgré ses 75 ans, travaillait avec une énergie que beaucoup de jeunes lui enviaient. Elle avait entrepris de documenter méthodiquement l'approche développée par Pierre, compilant observations, témoignages et résultats dans un manuscrit volumineux. Guérison mutuelle. La méthode Pierre annonçait la page de titre de l'ouvrage en cours. Une approche holistique de la réhabilitation équine et humaine. « Je ne suis pas une sentimentale », avait-elle confié à Dumont lors d'une réunion. « J'ai passé ma vie à élever des chevaux avec rigueur et discipline. Mais ce que j'observe ici dépasse tout ce que j'ai pu voir en 50 ans de carrière. » Par un matin d'avril particulièrement doux,
une cérémonie inhabituelle se préparait au Haras du Pin. Le plus ancien et prestigieux haras national de France avait décidé d'honorer le travail accompli au centre par l'inauguration d'une petite statue en bronze. L'œuvre, créée par un sculpteur normand de renom, représentait un adolescent et un cheval se faisant face, leurs fronts se touchant dans un geste d'une intimité saisissante. Le socle en pierre locale portait une inscription simple mais profonde. À ceux qui parlent sans mots et écoutent avec le cœur. La cérémonie attira une foule hétéroclite, officiels en costumes rigides, éleveurs aux mains calleuses, anciens participants du programme et leurs familles, journalistes, et même quelques célébrités touchées par l'histoire du centre. Tous se tenaient dans un silence respectueux, tandis que le directeur du Haras prononçait un discours sur « la révolution silencieuse dans notre compréhension de la relation homme-cheval ». Pierre, habillé simplement mais avec soin pour l'occasion, se tenait légèrement en retrait, visiblement mal à l'aise d'être au centre de l'attention. À ses côtés, Tempête, invité d'honneur exceptionnel, observait la foule avec une vigilance tranquille, sa robe noire luisante au soleil printanier, l'étoile blanche de son front semblant briller d'un éclat particulier. Lorsque le voile recouvrant la statue fut retiré, un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. L'artiste avait parfaitement capturé l'essence de cette connexion unique, non pas la domination d'une espèce sur l'autre, mais une rencontre entre deux âmes blessées, trouvant ensemble un chemin vers la guérison. François Dumont, invité à prononcer quelques mots, surprit l'assistance par la brièveté et l'émotion de son intervention. « J'ai passé ma vie à accumuler des possessions. Ce garçon m'a appris la valeur de ce qui ne peut être possédé. L'après-midi, libérés des obligations officielles, Pierre et Tempête s'échappèrent vers les champs de lavande qui commençaient à fleurir aux abords de la propriété. Loin des regards, ils retrouvèrent cette liberté partagée qui constituait l'essence même de leur lien. L'étalon galopait sans contrainte, ralentissant parfois pour s'assurer que Pierre suivait, puis repartant dans une explosion de puissance joyeuse qui semblait célébrer la vie elle-même. Pierre s'arrêta au sommet d'une petite colline, contemplant ce paysage normand qui était devenu son refuge. Le soleil déclinant baignait les champs d'une lumière dorée qui rappelait celle de son rêve prémonitoire. Dans ce moment de paix parfaite, quelque chose se dénoua définitivement en lui. Se tournant vers Tempête qui s'était approché doucement, il posa son front contre celui de l'animal et murmura, d'une voix faible mais distincte, sa première phrase complète. « Nous avons guéri ensemble. » Ces mots, prononcés dans le secret de leur intimité partagée, scellèrent une promesse tacite. Ils continueraient ce voyage, non plus comme rescapés d'un passé tragique, mais comme pionniers d'une nouvelle façon d'être. Le soir tombait lorsqu'ils regagnèrent le centre. Les lumières s'allumaient une à une dans les bâtiments rénovés, créant des halos chaleureux dans le crépuscule naissant. De nouveaux participants arriveraient le lendemain. 6 enfants, 6 chevaux, 12 histoires de souffrance qui attendaient d'être réécrites. Des années plus tard, lorsque des visiteurs du centre équestre Nouvelle Harmonie demandaient à Pierre, qui parlait désormais d'une voix douce mais claire, quel avait été le secret pour conquérir la confiance d'un animal si profondément traumatisé, il souriait toujours et répondait invariablement la même chose. Ce n'est pas le silence qui a guéri Tempête, ni lui qui a guéri mon silence. Ce sont 2 âmes brisées reconnaissant l'une dans l'autre que les cicatrices ne sont pas la fin de l'histoire, mais seulement le début d'un nouveau langage.